essayer de présenter, mais je pense que bon, voilà, beaucoup d'entre eux connaissent. Donc Alexandre Sachenko, qui fait partie des premiers bitcoiners, je pense, de France. En tout cas, ça a donné lieu à une entreprise, une initiative entrepreneuriale, puisque c'est comme ça que tu as commencé. Qui ensuite a été absorbé par KPMG. Donc il a eu, en tout cas, il a eu du flair, ça n'est pas le tout. En tout cas, il a bien compris qu'il y avait une révolution quelque part qui s'opérait. Et aujourd'hui, donc tu viens juste récemment, en plus, de changer. Donc après KPMG, tu as quitté à nouveau KPMG, tu as rejoint en premier, c'était quoi? Paymium. D'abord, j'ai retenté une boîte. Tu as retenté une boîte, oui. J'ai eu l'État français en face de moi, donc c'était compliqué. Donc l'État n'a pas aimé Bitcoin, donc du coup, il est allé chez Paymium, qui était une des premières plateformes de paiement françaises d'échange en 2011. Ouais. Et voilà, donc avant, aussitôt que des Coinbase, même plus tôt. Coinbase, je pense qu'elle n'était même pas encore là, c'est 2013, ouais. Et puis ensuite, là, tu viens de la quitter pour aller chez Bitstack, qui est une autre plateforme, finalement. Qui est plus un courtier, mais c'est une appli qui permet d'épargner en Bitcoin simplement, donc c'est pour les néophytes. Gros, ça reprend le concept de l'arrondi. Donc dès que vous faites une dépense en carte bleue, on va aller prendre la différence avec l'euro supérieur et on l'épargne en Bitcoin. Donc ça permet aux gens qui sont extrêmement néophytes de juste se constituer une épargne en Bitcoin au fur et à mesure du temps de façon indolore et automatique. Voilà, donc maintenant ils vont tout vous expliquer sur pourquoi le Bitcoin c'est magique. Je te laisse la parole. Et oui, merci Nathalie. Donc, alors, effectivement, on a dit tout à l'heure qu'être libéral et catholique c'était difficile en France, mais je pense que vous n'avez pas essayé d'être bitcoiner. Donc, moi je cumule les problèmes. Donc, je ne vais pas reparler de moi parce que Nathalie l'a fait. Je rajoute juste l'autre dernière casquette, l'Institut national de Bitcoin. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Pas de souci, c'est un think tank, une association qui a pour but de justement proposer des axes de réflexion autour de Bitcoin pour la France et les Français. Donc, notamment depuis le début de l'année, on parle beaucoup d'énergie, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler plutôt dans les questions, mais en gros le minage de Bitcoin est une vraie source de revenus potentiels pour la France en particulier, parce qu'on a du nucléaire à pas savoir quoi en faire, tant que d'ailleurs nos réacteurs ne fonctionnent pas un tiers du temps, et donc on pourrait largement gagner énormément d'argent et faire baisser la facture d'électricité en utilisant le minage de Bitcoin, mais ce sera plutôt dans les questions si vous le voulez bien. Donc évidemment je commence en étant un peu taquin avec cette petite cartoon It's a bubble. Donc Bitcoin est une bulle, mais ça fait 15 ans que c'est une bulle, de la même façon que l'or est une bulle depuis 3000 ans, mais il semblerait que c'est une bulle qui dure. Donc peut-être qu'il y a autre chose que la bulle derrière, et c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Et pour montrer ce qu'il y a derrière la bulle, en fait je vais renverser, on va dire, la perspective, et je ne vais pas tout de suite aller dans Bitcoin. Je pense que c'est le problème principal vis-à-vis de la compréhension de Bitcoin, c'est que la plupart des gens qui essayent d'en parler vont tout de suite expliquer ce qu'est Bitcoin, mais sans parler du problème qu'on cherche à résoudre avec Bitcoin. Et donc ça donne souvent l'impression que Bitcoin est une solution qui cherche un problème. Non, je vous garantis qu'il y a un problème à résoudre, mais c'est juste qu'il faut l'avoir en tête, et donc c'est ce que je vais essayer de faire. Mes slides sont plus là pour appuyer ce que je raconte avec des graphiques, mais en vrai c'est une discussion, vous m'arrêtez quand vous voulez, j'ai pas de problème. Je me suis fait des annexes longues comme le bras au cas où il y a des questions sur différents thèmes, donc il n'y a pas de problème, je pourrais y aller aussi. Alors d'abord je taquine évidemment, on parle de Bitcoin, est-ce que cette courbe vous est familière? Quelle est-elle selon vous? Ah, je ne sais pas, j'ai tout bloqué pour justement essayer. Suspense. C'est le suspense, donc c'est le cours du Bitcoin. Les bulles de tulipes en Hollande. Ça 737, c'est pas ça non plus. Moi je sais, mais je n'ai pas la croissance humaine, enfin disons le PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est pas ça non plus, mais j'ai entendu la bonne réponse. Le nombre de bitcoins. Non, non plus. La valeur de l'or. J'ai entendu la bonne réponse du côté de nos amis jésuites. Oui. C'est effectivement le prix de l'once d'or. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Et c'est le prix de l'once d'or aux États-Unis depuis la fondation des États-Unis. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que justement, moi j'aime bien taquiner un petit peu là-dessus. L'or est une réserve de valeur depuis 2500 ans. Tout le monde considère que c'est la meilleure réserve de valeur de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, vous remarquez qu'il y a un truc qui s'est passé vers les années 70 qui fait que depuis c'est extrêmement volatile. Alors est-ce que c'est l'or qui s'est inventé une nouvelle destinée en 1971 ou est-ce que c'est pas plutôt le système monétaire qui déconne et qui l'évalue avec un thermomètre qui est cassé?
Donc pourquoi je vous montre cette courbe-là? Parce qu'effectivement, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du Bitcoin. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire un côté flat pendant très longtemps, entre en gros 2009 et 2013-14. Après, ça commence, il y a un petit bloop là, et ensuite ça remonte et ça remonte et ça officie comme ça. Donc là, vous voyez que je me suis arrêté, j'ai fait ces slides il y a à peine quelques mois. En fait, là, on n'est plus du tout à 2500, on est déjà à 4000 pour l'or. Donc on est en train de continuer à monter comme ça. Alors pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, le thermomètre est cassé. Vous mesurez tout dans une unité qui, elle, passe son temps à aller vers zéro. Ça s'appelle le dollar, ou l'euro, ou peu importe, en tout cas la monnaie. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que il faut s'interroger justement sur cette notion de monnaie, qui est quelque chose qui, malgré 2500 ans d'histoire, fait encore débat parmi les économistes, à savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Mais il y a une dimension de la monnaie qui est certes d'être un moyen de paiement, etc. Mais il y en a une autre qui est celle d'être une réserve de valeur, c'est-à-dire une forme d'étalon fiable, c'est-à-dire c'est notre unité de mesure de tout le reste. Donc si cet étalon est cassé, en fait tout le reste est cassé. Donc c'est extrêmement important comme sujet, la monnaie, et il se trouve que depuis au moins la Première Guerre mondiale, mais encore plus depuis 1971, eh bien nous avons abandonné cet étalon physique qui est l'or, donc qui nous servait à tout mesurer parce que c'est non manipulable, c'est rare, c'est inoxydable, ça dure dans le temps, donc on sait, là vous le voyez, entre 1792 et globalement 1913, globalement vous prenez une once d'or, elle vaut la même chose au début et à la fin du siècle, donc votre pouvoir d'achat a été préservé. Si vous regardez depuis 1971, ça fait n'importe quoi. Donc ça, c'est une partie du problème qu'on va essayer de regarder, c'est que je vais essayer de renverser la perspective. Vous mesurez tout dans une unité qui est cassée. Donc c'est pas l'immobilier qui monte, c'est pas les actions qui montent, c'est pas le marché qui monte, c'est la monnaie qui baisse. Et donc forcément, quand vous mesurez tout avec une unité qui baisse, tout le reste monte, y compris les prix évidemment. Donc ce cassure monétaire, on la voit dans deux autres graphiques que je vous mets là. L'inflation que je mets toujours aux États-Unis parce que les données sont meilleures en tout cas aux États-Unis. En tout cas, elles sont plus continues. Elles sont plus continues, voilà. L'inflation, ça c'est pareil, j'aurais pu vous taquiner en vous posant la question, pour qui dans la salle l'inflation est une norme absolument nécessaire pour l'économie? Si vous posez la question dans la rue, alors dans la rue je sais pas, mais en tout cas parmi les économistes, vous aurez la réponse à quasiment 100% que l'inflation c'est globalement super cool et qu'il faut absolument de l'inflation parce que c'est trop bien. En fait, c'est globalement une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, c'est pas quelque chose de normal l'inflation. Si vous regardez sur les graphiques que je vous ai montrés, notamment celui du haut, puis ensuite on regardera celui du bas, en fait c'est l'inflation, le taux d'inflation aux États-Unis depuis 1792. Ce que vous constatez, c'est que globalement il y a deux périodes. Il y a en fait avant les années 70 et il y a après les années 70. Avant les années 70, vous avez quasiment une année sur deux, c'est de la déflation. C'est-à-dire que quand vous prenez la période longue, 1792-1913, encore une fois 1913 n'est pas une date tout à fait innocente puisque c'est la création de la Banque centrale américaine et évidemment un an avant la Première Guerre mondiale. Quand vous regardez cette période-là et que vous faites la moyenne, c'est ce que je vous ai mis ici, average inflation rate, 0. Donc ça veut dire que sur plus de 100 ans, vous avez $1, vous le mettez sous votre matelas, vous le récupérez 120 ans plus tard, il vaut la même chose, le même pouvoir d'achat. Refaites l'exercice entre 1914 et 70, eh bien c'est 2,50 l'inflation moyenne. Alors 2,50 avec les intérêts composés, je ne vous fais pas un dessin, mais c'est beaucoup, puisque ça fait quasiment 300%. Donc vos prix sont multipliés par 3 en l'espace de 60 ans, alors qu'avant, sur plus de 100 ans, ils n'avaient pas bougé. Et ensuite, quand on passe à 71, alors 71 n'est toujours pas la date innocente, puisque c'est l'abandon de l'étalon or par Nixon, qui fait défaut sur le monde entier en disant je ne vous rendrai pas votre or. Et bien là, vous êtes quasiment à 4% par an, ce qui, évidemment, en intérêt composé, donne 675% jusqu'à 2024. Évidemment, nous sommes encore plus élevés en 2025, puisque ça ne nous aura pas échappé, nous avons récemment vécu une période d'inflation un peu importante. Donc ça, pareil, j'essaye de changer votre perspective. L'inflation n'est pas la norme. L'inflation, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. On parlait tout à l'heure d'ailleurs du XVIe siècle et des Espagnols qui découvrent l'Amérique latine. Lorsque les Espagnols ont ramené une quantité faramineuse d'or et d'argent du Nouveau Monde, ce qui a complètement altéré le système monétaire parce que d'un seul coup on se retrouvait avec énormément d'or alors que c'était censé être non manipulable, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé ce siècle le siècle de la révolution des prix. Parce que pour les contemporains, d'un seul coup, les prix ont fait n'importe quoi. Mais alors, a posteriori, ça veut dire quoi révolution des prix? Ça veut dire 2% par an. C'est-à-dire la cible aujourd'hui. C'est-à-dire que les banques centrales, leur cible, leur objectif aujourd'hui, c'est de faire une révolution des prix, tout le temps. Alors même que leur mandat stipule que leur mission principale est la stabilité des prix. Mais donc elles ont en parallèle un mandat de stabilité des prix et de destruction du pouvoir d'achat de la monnaie qui conduit à une hausse des prix. Mais donc maintenant, elles essaient une forme de novlangue qui est de dire non, non, c'est pas la stabilité des prix, c'est la stabilité dans l'inflation.
ce qui est un petit peu différent, puisque du coup on vous détruit votre pouvoir d'achat mais de façon stable. Exactement. De façon continue, c'est très intéressant. Autre statistique intéressante que je vous mets, c'est le taux d'épargne aux États-Unis, qui lui aussi, vous le voyez, globalement suivait une courbe plutôt stable / ascendante entre les années 50 et 70. Mais à partir du moment où vous envoyez le signal monétaire que l'argent en stocké, c'est complètement débile parce que vous perdez 2% de pouvoir d'achat par an, qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens arrêtent d'épargner. Donc il y a aussi d'ailleurs, par rapport à ça, comment il s'appelle, Hulsmann, qui a écrit d'ailleurs sur l'éthique catholique rapport à la monnaie, de dire, en fait, vous venez toucher à la monnaie, certes, mais vous venez toucher à quelque chose qui relève de l'éthique et de l'anthropologie. C'est-à-dire que quand le véhicule principal de prévision sur le long terme de l'histoire de l'humanité est vicié, en fait, c'est tous les comportements humains qui changent. C'est votre vision de l'avenir change, votre vision de la prévoyance change, votre vision du risque change, et tout le monde est incité à penser extrêmement court terme. Parce que, évidemment, quand vous allez au bout de ce raisonnement, vous tombez sur globalement le Venezuela, c'est-à-dire dépenser dans l'heure, sinon dans 4 heures, ça ne vaut plus rien. Donc évidemment, nous, on ne vit pas le Venezuela, mais on le vit quand même d'une façon un peu moindre, c'est dépenser tout de suite, acheter en solde, tripler votre consommation si vous le pouvez, parce que tout ce que vous conservez, tout ce que vous prévoyez pour l'avenir, pour vos enfants, pour payer les études, pour faire un projet de vie, tout ça, eh bien, si vous êtes sobre, si vous épargnez, eh bien, vous êtes puni. Tous les ans, on vient vous voler du pouvoir d'achat. Donc forcément, les comportements humains sont incités à tendre vers le très court terme. Et ça, c'est pas l'humain pareil qui a changé il y a 30 ans fondamentalement dans son individualité. Non, c'est que le signal qui lui est envoyé dans le thermomètre et le centre d'économie, c'est que si vous faites ça, si vous êtes épargnant, si vous êtes prévoyant, vous êtes un gros débile. Et que donc du coup il vaut mieux adopter un comportement de consommation. Donc ça, je vous ai mis un titre de Bloomberg en 2021 lorsque l'inflation commençait à monter aux États-Unis. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand l'inflation monte? Même si on se dit du coup il faudrait plus être prévoyant, pas du tout. Quand l'inflation monte, eh bien vous faites comme les Argentins, nous dit Bloomberg, c'est-à-dire spend your paycheck right away. Sinon vous perdez votre argent. Dernier graphe, je pense, j'en ai encore 2-3 autres pour vous montrer. Ça a aussi un impact, et ça je pense que c'est quelque chose que les libéraux ignorent peut-être un peu trop, puisque les libéraux aiment avoir des États qui ne sont pas boulimiques, qui ne viennent pas s'immiscer dans leur liberté individuelle, dans leur vie, etc. Je vais faire le même comparatif sur les États-Unis, sur la période 1792-1913, et ensuite sur la période 1971-2024, sauf qu'ici je ne vous parle pas d'inflation, je vous parle de déficit fédéral. La même chose, si vous faites le déficit fédéral moyen entre 1992 et 1913, il est de 0. Alors ça peut choquer, mais l'État était à l'équilibre. Je sais, ça peut être difficile à avaler, mais il se trouve que les gens savaient faire des budgets à l'équilibre. Alors tant que ça, qu'en 1835, les États-Unis ont 0% de dette aussi. 0% de dette sur PIB, l'entièreté de leur dette est remboursée. Ils n'ont plus de dette, alors même que c'est un des pays qui, il y a 40 ans, sortait d'une guerre révolutionnaire et on n'avait même pas de monnaie. Donc ça, les seules périodes où vous voyez que le déficit est élevé, c'est les guerres. C'est les seules. C'est la guerre de 1812 contre le Royaume-Uni, 48 contre le Mexique, 62-65 c'est la guerre de sécession, 98 c'est contre l'Espagne, il n'y a que des guerres. Tout le reste du temps, l'État est en surplus. Ça existe. Donc voilà. Maintenant, vous changez les talons monétaires et vous dites, en fait, la monnaie, elle est créée discrétionnairement par soit l'État, dans le cas des États-Unis, globalement sur instruction indirecte du gouvernement fédéral, même s'il y a une banque centrale, mais globalement, la banque centrale rachète toujours les obligations d'État américaines. Pour l'Europe, c'est un peu différent, même si, in fine, ça tend à peu près vers la même chose. Mais globalement, vous avez enlevé le garde-fou libéral, puisqu'il n'y a plus de garde-fou budgétaire. Quand vous êtes en 1822 et que vous avez besoin de faire du déficit, soit vous allez sur les marchés, ça coûte 15% par an, soit vous demandez plus d'impôts. Et là, les gens, ils ne sont pas contents. Aujourd'hui, c'est pas comme ça, vous avez des taux qui sont artificiellement bas parce qu'on crée de la monnaie de façon perpétuelle. Donc pourquoi est-ce qu'on est capable d'avoir un État qui tape 6% de déficit et qui n'a aucun problème à se financer sur les marchés? Parce qu'il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. Donc l'argent est créé en permanence pour alimenter cette boulimie de l'État et la réflexion a été complètement inversée, c'est-à-dire l'État dépense et ensuite on crée de la monnaie pour fixer le trou. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est une vraie conséquence de cette décorrélation monétaire qu'on a eue au XXe siècle. D'abord en 1914, puis en 1933 et surtout en 1971, où maintenant la monnaie n'est plus cette attache physique à l'économie réelle et ne représente plus rien. C'est une promesse. Avant, c'était une preuve d'énergie, c'était de l'or qu'il fallait sortir d'un trou. Aujourd'hui, c'est une promesse. La monnaie, pour ceux qui ne savent pas, si vous allez faire un crédit immobilier, la seconde d'avant, l'argent n'existait pas. Il vous est créé, il vous est octroyé au moment de votre crédit, et c'est la promesse de votre travail futur qui est censée être le sous-jacent de cette monnaie.
Dernier graphique avant de continuer, j'ai ça et une autre slide. Évidemment, à partir du moment, et c'était un peu l'introduction de mon propos, où vous détruisez l'étalon de l'économie, vous détruisez le thermomètre de l'économie, les conséquences se ressentent sur tous les autres actifs. Puisqu'évidemment, vous avez détruit ce réflexe humain qui est d'aller vers la monnaie pour préserver son pouvoir d'achat dans le temps. Que font les gens? Du coup, ils fuient la monnaie. Puisque la monnaie est nulle pour conserver le pouvoir d'achat, on va sur tout le reste, tant que c'est moins manipulable et plus rare. Moins manipulable et plus rare, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'immobilier. Donc par exemple, je vous mets le prix médian des maisons aux États-Unis. Vous voyez la même chose, c'est que globalement en réel, donc en CPI adjusted, c'est le vert, le prix médian des maisons, il baisse jusque dans les années 70. À partir du moment où vous cassez le thermomètre, vous repartez à la hausse. Parce que évidemment, les gens aujourd'hui, alors je crois que j'ai pas le graphique ici, mais j'ai regardé sur le Canada, le profil des investisseurs, donc des gens qui achètent des maisons mais qui n'ont jamais aucune intention d'y habiter, il est passé en l'espace de quelques décennies de 1% à quelque chose comme 15 ou 20%, parce que ce n'est plus un véhicule dans lequel on va juste loger, c'est un véhicule d'épargne. On achète de l'immobilier pour préserver son argent, jamais pour, entre guillemets, jamais pour se domicilier. Deuxième graphique, c'est le recours maintenant beaucoup à la dette pour les rachats d'actions. Ici, vous avez en l'occurrence Apple, mais vous avez la même chose sur la quasi-totalité des actions, on va dire plutôt top performers. C'est que maintenant, ce sont des entreprises qui s'endettent pour racheter leurs actions. Parce que l'argent ne vaut rien, donc en fait ils préfèrent s'endetter dans une monnaie qui vaut rien pour racheter leurs actions et créer un effet de levier sur la rareté des actions. Mais ça, dans un système monétaire normal, vous n'avez pas ça non plus. Des gens ne s'endettent pas pour racheter leurs propres actions. Mais ça, c'est pareil, c'est aussi une autre conséquence du fait qu'on abandonne. Alors vous voyez qu'ici, ça commence juste après la crise financière 2008-2009, parce que c'est un moment où on a appuyé sur l'accélérateur de la création monétaire. Dernière chose ici, c'est aussi le recours à la dette. Vous avez donc le bleu c'est le monde, jaune c'est le G20 Advanced Economy, G20 Emerging Markets. Vous avez ici de la même façon entre les années 50 et 70, vous avez un ratio de dette sur PIB au niveau mondial qui est globalement stable à peu près 100%. À partir du moment où vous cassez le thermomètre, même chose, la dette est incontrôlable et donc vous avez globalement triplé ce ratio depuis les années 70. Dernier graphique avant de passer à la suite. C'est aussi quelque chose qui nous concerne, y compris d'un point de vue environnemental accessoirement, c'est la hausse des entreprises zombies. Une entreprise zombie, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne survit qu'en s'endettant pour payer sa dette. Donc ce sont des entreprises qui ne produisent clairement plus aucune valeur ajoutée pour personne, c'est-à-dire que tellement que en fait, le coût du capital n'arrive même pas à être payé. Mais là où dans les années 80, 70-80, en fait ça n'existe pas une firme zombie, puisque le principe c'est que si personne ne veut payer pour, en fait elle fait faillite. Vous avez aujourd'hui un aléa moral qui rentre en jeu, c'est qu'il y a quelqu'un discrétionnairement qui s'appelle la Banque centrale qui peut décider de sauver l'économie. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui sont artificiellement maintenues en vie et qui donc vont prendre des ressources à d'autres entreprises pendant ce temps-là, puisqu'évidemment elles restent en vie, pour maintenir des emplois, pour s'éviter un problème politique. Et donc ça, ces entreprises zombies, là je vous sors des chiffres qui sont de la BIS, donc la Banque des règlements internationaux, où vous aviez quelque chose qui était autour de 0 dans les années 90, aujourd'hui c'est quasiment 1 sur 10. Et là, je vous parle des zombies, je crois que c'est dans les pays donc, qui sont mis en dessous, donc Australie, Belgique, Canada, Danemark, France, Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, US et UK. Aux États-Unis, de mémoire, selon les chiffres de la recherche académique, c'est quelque chose entre 15 et 20% des entreprises cotées qui sont zombies. C'est-à-dire que si vous repassez à un étalon monétaire fiable, vous avez quasiment une entreprise sur 5 qui ne peut plus tourner. Donc c'est à ce point qu'on est drogué à de l'argent magique, qui ne se base sur rien, mais simplement pour s'éviter l'illusion de vraiment voir le réel dans la figure. Donc, ça c'est tous ces graphiques que je vous montre, c'est pour vous illustrer, on n'a toujours pas commencé à parler de Bitcoin, vous aurez le constaté, mais c'est pour vous illustrer qu'on a un problème. C'est pas Bitcoin qui s'invente une solution, un problème qui n'existe pas, c'est qu'il y a un problème majeur qui est que nous mesurons tout dans l'économie avec quelque chose qui est cassé. Ça ne fait que 50 ans. 100 ans si on prend sur le temps long depuis la guerre de 14, mais globalement ça fait à peu près 1 à 2 générations seulement que vous avez un thermomètre entier de l'économie qui est complètement cassé. Et donc évidemment quand on voit que ça s'est cassé, on se demande quelle peut être une solution. Et forcément une des solutions qui a été envisagée par beaucoup de gens, c'est de revenir à l'or. Problème, c'est que revenir à l'or dans un monde numérique, c'est compliqué, puisqu'on retournera sur les mêmes problèmes qui ont démonétisé l'or. Pour le faire très rapidement, mais en gros, à partir du moment où on a inventé les moyens de communication modernes, notamment le télégraphe, ça n'avait plus aucun sens, c'est-à-dire que l'or n'était plus compétitif sur la partie paiement. Parce qu'avant le télégraphe, payer en or ou payer en lettres de change,
dans les deux cas, il faut prendre un bateau et traverser l'Atlantique, quoi, globalement. À partir du moment où vous inventez le télégraphe, en fait, l'or, c'est 4 semaines, 5 semaines de voyage. Le télégraphe, c'est une instruction de débit et de crédit dans une banque à Londres et à New York, et ça va en quelques secondes. Donc forcément, l'or, à partir de ce moment-là, il est stocké dans des banques. On fait de plus en plus de débit et de crédit. La quasi-totalité des banques mondiales majeures aujourd'hui ont été fondées à la fin du 19e. Parce que justement, il y a cette invention de ce recours à l'or qui est substitué par le recours aux moyens de communication modernes. Forcément, à partir du moment où on numérise l'économie, c'est ça, mais en puissance 10. Donc ça veut dire qu'on n'a plus du tout jamais besoin de bouger la matière physique, puisqu'on peut s'envoyer des sans-contact, des virements, des machins, avec une contrainte majeure qui est quand même qu'il faut être bancarisé. Sinon, vous n'avez pas accès à tout ça. Et on le verra juste après. Mais donc, le retour à l'or, il est très largement un fantasme, alors non pas sur la partie réserve de valeur, vous l'avez vu avec le graphique, mais sur la partie monnaie, parce que si vous revenez à l'or, vous retombez sur les mêmes problèmes. L'or n'est pas devenu plus numérique en 150 ans. Donc si vous retournez à l'or, formidable, mais il va dormir dans des coffres de banque qui elles-mêmes feront des instructions de débit et de crédit, qui elles-mêmes feront de la réserve fractionnaire et des billets qui n'existent pas, etc. Et vous retomberez sur le même problème. Donc l'intérêt, ce serait d'avoir quelque chose qui ressemble à l'or, mais qui est numérique. Et vous me voyez venir, évidemment, gros comme une maison. Mais donc, j'explique ceci avec ce petit graphique de transition, c'est que il y a eu quelque chose d'aussi un petit peu subversif, ou en tout cas pernicieux, qui s'est passé à la fin du XXe, au-delà de la partie monétaire que j'ai abordée, enfin de la partie réserve de valeur que j'ai abordée juste avant, c'est aussi qu'on a été dépossédé. C'est-à-dire que dans les années 60, par exemple, en France, il n'y avait que 5 millions de comptes bancaires pour 50 millions d'habitants. Donc en fait, la bancarisation était quelque chose de marginal. Les gens, ils avaient du cash sous un matelas, dans un bas de laine, ce que vous voulez, mais les gens se payaient très largement en cash. Aujourd'hui, c'est l'extrême inverse. Si vous n'avez pas de compte bancaire, vous êtes un paria de la société. Vous ne pouvez pas vous loger, vous ne pouvez pas toucher de salaire. C'est obligatoire par la loi même pour monter une entreprise, j'en sais quelque chose. Puisque voilà, quand on est bitcoiner, comme je vous le rappelle, on est encore moins bien traité que les libéraux et les catholiques. Donc on se fait fermer nos comptes bancaires, pour le dire très clairement. Donc en fait, la bancarisation est devenue un élément important de la socialisation. Incontournable, pour le dire comme ça. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu la numérisation. Et quel est le process qui s'est passé ces 50 dernières années ? C'est qu'au départ, vous avez des actifs que vous possédez en propre. C'est le cash, il est chez vous, il n'est pas dans un compte bancaire, ce n'est pas quelqu'un qui le détient pour vous, c'est votre propriété privée. À partir du moment où vous entrez dans le monde numérique, se pose un dilemme important. C'est que dans le numérique, on ne sait pas gérer la rareté. Tout ce que vous avez dans le numérique, c'est une copie. C'est de l'imprimerie 2.0. C'est-à-dire que, en gros, si je vous envoie un PDF, vous êtes dans l'incapacité de me dire que c'est un original. Parce que je peux en créer 100 milliards de copies, vous n'êtes pas au courant, c'est un original, c'est une copie, vous n'en savez rien. Donc ça, pour l'information, on s'en fout, puisque plus elle est diffusée, plus elle a de valeur, d'une certaine façon. Pour tout ce qui a de la rareté, et donc la monnaie en fait partie, et la finance de manière générale, là, ça ne marche plus du tout. Si je peux vous envoyer 10 €, mais que je les ai toujours après, on va avoir un problème. Sauf si vous vous appelez Christine Lagarde, évidemment. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, si on pouvait tous dupliquer la monnaie, assez rapidement, on devient le Venezuela. Donc ce problème-là, il est inhérent au numérique. Le numérique, c'est de la copie d'information. Donc on ne sait pas faire, on ne peut pas translater, on va dire, la gestion de la rareté dans le monde numérique. Donc comment on a pallié ce problème ? En introduisant des intermédiaires. Ces intermédiaires, ce sont les fameuses banques, la plupart du temps, mais aujourd'hui c'est aussi les PayPal, les FinTech, les Visa, le Mastercard, tout ce que vous voulez. Mais ces banques, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont dire « Ok, il n'y a pas de problème, je vais traiter de l'information, donc elle n'est pas rare, mais je vais être régulé et vous allez me faire confiance pour tenir les balances de tout le monde. » Donc quand vous faites par exemple un virement ou un paiement en carte bleue, en fait vous envoyez une autorisation de prélèvement ou une autorisation de débit ou de virement à un intermédiaire financier qui tient le compte à votre place et qui lui-même va vérifier que vous avez l'argent, puis ensuite les banques se mettent d'accord, elles font du settlement pour dire c'est bon, on est d'accord sur l'état de la finance mondiale à un temps T. Et tout ce petit système est évidemment assez fermé et les barrières à l'entrée font leur travail. Donc ça, c'est un système qui s'est largement démocratisé parce que à partir du moment où il y a une puissance du numérique qui est évidemment exceptionnelle, vous ne pouvez pas lutter, entre guillemets, contre la puissance de la finance numérique. Donc si vous voulez accéder à la finance numérique, vous acceptez le compromis qui est d'être bancarisé. Vous ne pouvez pas accéder à la finance numérique sans être bancarisé. Et donc en l'occurrence, ce qui s'est passé d'un petit peu pernicieux dans l'affaire, c'est que là-dedans, vous avez perdu la propriété privée. Parce que la différence majeure entre un billet sous votre matelas et un compte bancaire BNP, c'est que l'argent dans le compte BNP, c'est pas le vôtre, c'est celui de BNP. Donc c'est une créance qui est faite à votre égard. Alors évidemment, tant que tout se passe bien, tout va bien. Puis le jour où vous êtes le Liban et vous vous connectez sur votre compte bancaire, là, c'est plus votre argent et vous comprenez assez rapidement la différence. Donc
J'en suis pas à souhaiter que nous soyons le Liban, évidemment, ce n'est pas mon souhait, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'intrinsèquement, il y a quelque chose de fondamentalement différent entre la propriété privée de votre argent et le fait de le détenir sur le compte d'un tiers qui décide ce que vous avez le droit d'en faire ou de ne pas en faire. C'est plutôt Quand l'État j'ai un qui billet de décide banque. pour toi, c'est pas Oui. la banque. La banque, en règle générale, elle devrait faire respecter elle les répond aux droits. injonctions de l'État. Mais elle répond aux injonctions de l'État. Quand avant 1913, j'ai un billet de banque sous mon matelas, je n'ai qu'un bout de papier Exactement. qui est quand Tout à même fait. assis sur une De l'or. valeur Sur de l'or. disons de l'or détenu par la La banque. différence fondamentale qu'il y a entre un billet de 1900 et un billet de 1980, parce qu'il y a encore des billets de dollars Oui. aujourd'hui, c'est que le billet de 1900, il y a une mention dessus qui dit non pas juste $1, Oui, mais oui. qui mais dit pas- $1 Oui, échangeable contre son équivalent en or à la Fédérale Réserve. Oui. Aujourd'hui, il y a écrit $1. D'accord. Et $1, ça vaut $1. Et tant que vous une croyez que ça God vaut we $1. trust. Mais Une le- God we trust. Oui, et il y a aussi une God we trust aussi, c'est vrai. Une God we trust. Et quel est disons, l'équivalent? n'ayant que le papier, un jour, si la banque décide que cette contre-valeur en or n'existe plus, je l'ai dans l'or. Évidemment, mais ça, Ah bah, il y en a- c'est... il y en a eu plein, Ça, c'est la Oui, question de la d'accord. systémicité du risque. C'est pas exactement pareil, c'est-à-dire que le système bancaire, en plus aux États-Unis au 19e siècle, c'est un système de free banking qui va faire plaisir à Nathalie. Non, il n'est pas free banking, justement. Presque Il est pseudo. Il est pseudo free banking, mais ce que je veux dire, c'est Il est que bordélique, ça, c'est toutes, clair. toutes les banques avaient le droit d'émettre leur propre monnaie. Voilà. Et Mais donc- avec des contraintes, c'est ce qu'ils n'en faisaient pas une free banking, puisqu'elle était obligée de détenir des dettes publiques Exactement. pour couvrir leurs Mais dans un concept idéal de free Ouais. banking pour Ouais. Nathalie, c'est qu'effectivement chaque banque gère son propre Ouais. risque comme elle l'entend, et donc en fait elle peut très bien dire moi j'ai un collatéral, c'est de l'or, qui est la vraie réserve de valeur. Mm. Comme c'est chiant à porter, en fait je vous donne des billets. Oui, Mais c'est si le comme billet de la ça. banque A et le billet de la banque B, c'est pas les mêmes, ils n'ont pas la même qualité parce que la banque A peut-être elle est plus solvable que la banque B, mais chaque individu choisit d'utiliser la monnaie qu'il veut parce qu'il considère qu'il y a un meilleur ratio, par exemple, peut-être que la banque B est moins solvable, mais elle me donne plus de rendement sur, En fait, sur mon très épargne. vite, ils se sont harmonisés, c'est les banques qui ont pris le risque, qui ont géré le risque. Voilà. Elles se sont fait un réseau où elles s'acceptaient tous les billets un contre un. Et elles ne faisaient pas porter le risque sur les utilisateurs parce qu'elles se sont rendues compte que ça allait leur porter préjudice. Donc il était plus facile de se dire qu'on s'acceptait tout un contre un et qu'elles fassent pression sur les banques qui n'étaient pas bonnes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le même risque que Mais c'est celui pas le que vous même mentionnez, risque, c'est que si jamais effectivement, comme c'est des systèmes de réserve fractionnaire où il n'y a pas autant d'argent dans les coffres que la vraie Oui. valeur qui a été émise sur le marché, s'il y a une panique et que tout le monde vient récupérer son argent, il y a des faillites bancaires. Mais d'une certaine façon, c'est une forme de respiration et les banques qui ne sont pas suffisamment solvables, elles font faillite, il y a des gens qui perdent de l'argent et puis ensuite on repart sur un système, voilà, on est au creux de la vague et puis ensuite ça repart et on repart sur le développement de l'économie. Et quel est le pourcentage qu'il faut avoir en France, les banques? Ah, c'est plus du tout le même système aujourd'hui, c'est-à-dire que Il y a quand même un pourcentage. c'est plus les dépôts qui font les crédits, entre guillemets. Même s'il y a un débat, je sais que Nathalie me regarde. Ouais. Voilà. Mais en gros, avant, c'est j'ai de l'or et à partir de cette quantité d'or, je décide du risque que je veux prendre en tant que banque et donc je vais en émettre 3, 4, 5 fois plus. Aujourd'hui, c'est pas ça. Il y a des ratios prudentiels où on va dire aux banques vous devez garder suffisamment d'actifs liquides et ensuite il y a des classements internationaux qui sont faits par exemple qui vont dire la dette américaine c'est top qualité mais sur la base de gens qui disent que c'est top qualité. Et si vous avez de la dette américaine, alors vous avez un ratio qui est plus favorable sur ce que vous pouvez mettre sur les marchés que si vous avez par exemple du Bitcoin. Si vous avez du Bitcoin, les ratios de prudentiels qu'on va vous imposer, c'est 1250% parce que nos amis du comité de Bâle ont décidé que c'était quelque chose qui était le diable globalement et que donc du coup pour dissuader tout le monde d'avoir du Bitcoin, on va considérer que si vous avez un Bitcoin en stock, eh bien vous ne pouvez pas émettre, genre pas x2, pas x3, rien. Mais je pose la question parce que j'ai vécu en Argentine, justement le Corralito, quand il y a eu des gens qui se sont précipités. Oui. Et en fait, j'étais surpris parce que moi j'habitais là, enfin j'étais ici et on est parti le temps là-bas, de voir la différence qu'il y avait d'obligations des banques françaises et des banques argentines, et que finalement il a suffi de très peu de monde, alors qu'il y avait 10 fois plus d'obligations d'avoir vraiment des réserves vraies dans les banques là-bas, mais il a suffi de 2 jours de panique pour que les banques soient en faillite. De mémoire, l'effet de levier actuel sur l'économie, c'est quelque chose comme 30 ou 40 en ce moment, non? Les réserves ont augmenté paradoxalement avec le quantitative easing, puisqu'en fait on est dans un système de surliquidité, enfin soi-disant de surliquidité. Mais c'est vrai qu'avant la crise de 2008, on était plutôt à 10% de réserves à peu près des banques, avec des banques qui avaient un peu plus ou un peu moins, mais c'était plutôt 10%. Et aux États-Unis, vers même très peu.
Et en Parce Suisse, qu'il y a c'était encore moins. Alors, ça dépend aussi. Alors, il y a le taux de réserve obligatoire, mais qui est très bas. Il est à 2%, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est à peu près pareil. Donc ça, en fait, bon, c'était pas vraiment tout à fait ce qu'on appelle contraignant. Et c'est vrai que les banques, elles avaient en général autour de 10%. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est aussi les autres actifs liquides que vous avez. Ouais. Donc en fait, par exemple, aux États-Unis, où il y a un marché monétaire très développé, pendant toutes les années 80, elles ont eu tendance à baisser leurs encaisses de monnaie à la Fédérale Réserve pour avoir des titres qu'elles vendaient s'il y avait la nécessité. C'est-à-dire que si elles voient qu'elles ont vraiment besoin... C'est ça, dans les règlements prudentiels, on va, pour noter des actifs, on va considérer leur liquidité. Mais ça, c'était avant. Si j'ai des actifs immobiliers, je ne peux pas les vendre sur le marché demain. Oui, mais ça, c'est dans les pays plus archaïques où la structure bancaire, effectivement, on constate aussi en Asie, les réserves spontanées des banques sont de toute façon plus élevées. Le takeaway entre guillemets, c'est donc numéro 1 que la monnaie est éclatée au sol, numéro 2 qu'on est passé sur un système où la propriété privée est devenue marginale, ce qui est embêtant normalement pour un libéral. Troisième problème, et après je vous jure on parle de Bitcoin, c'est que quand on a fait ça, quand on a mis de la banque partout, de l'intermédiation, on a aussi perdu une autre liberté fondamentale qui est la vie privée. Parce que maintenant vous avez un intermédiaire qui vient juger l'intégralité de vos paiements, de vos dépenses et de vos recettes. Donc ça veut dire que si jamais vous avez envie de dépenser pour une surprise ou même pour faire de la déviance, qui est une chose positive entre guillemets dans la société, évidemment vous avez quelqu'un qui vient dire bah non, désolé, mais ça je suis pas d'accord, tu ne peux pas consentir, donc on va te refuser le droit de faire ça. Pour le Bitcoin, c'est exactement ça, c'est-à-dire que pour les gens qui travaillent dans cette industrie, aujourd'hui nous n'avons pas accès à la bancarisation. C'est-à-dire que la banque va dire ah vous travaillez là-dedans, bah non j'aime pas ça, donc c'est mort, les virements ils partent pas, je vous bloque, c'est pas votre argent, c'est le nôtre. Hop, merci, au revoir. Elle fait ah mais c'est moi qui l'ai gagné, je m'en fous, globalement. Donc évidemment ça c'est la version pour les bitcoiners, mais tous les marginaux, avec sans jugement moral dessus, mais tous les marginaux sont confrontés à ce genre de problème-là. Et par marginaux, j'entends aussi les lanceurs d'alerte, j'entends aussi les opposants politiques, j'entends plein de gens. Pour la petite histoire, puisqu'on va passer à Bitcoin, donc Bitcoin a été créé en 2009, janvier 2009, par un certain Satoshi Nakamoto dont on ignore toujours l'identité. Pendant 2 ans, il s'est développé. Pendant 2 ans, il s'est développé vraiment à la marge, dans des forums un peu cypherpunk, anarchistes, etc. Et la première fois qu'il est vraiment apparu au public, ça a un très fort lien avec ce que je viens de dire juste avant, c'était en 2011, c'était avec la censure financière de Wikileaks. Puisque Julian Assange avait révélé un certain nombre de crimes de guerre de l'armée américaine. À partir du moment où il l'a révélé, la semaine d'après, les visas, PayPal, Bank of America, machin, tout était fermé, il n'avait plus d'argent. Et donc ça, c'est parce qu'évidemment les États-Unis n'ont pas spécialement aimé la révélation des crimes de guerre. C'est étonnant. C'est étonnant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelqu'un qui est arrivé sur le forum de Bitcoin Talk pour dire, en fait, là, on a l'usage parfait de notre truc Bitcoin, est-ce qu'on lui en parlerait pas ? Alors, de façon contre-intuitive, qu'a dit Satoshi Nakamoto sur ce forum-là ? Il a dit surtout ne faites pas ça. Si vous faites ça, on va prendre de la lumière du public. Je pense que le réseau n'est pas prêt. Si jamais on fait ça, alors lui il utilise l'expression anglaise, on a kicked the hornet's nest. On a donné un coup de pied dans l'essaim de guêpes. Donc vraiment ne faites pas ça. Alors les gens ne l'ont pas écouté. Donc il se trouve qu'une semaine après, Wikileaks a dit nous acceptons les donations en Bitcoin, super. Donc en l'occurrence c'est ça qui a sauvé Wikileaks. C'est qu'il n'y a plus de Wikileaks, il n'y a pas de Bitcoin. Et c'est la dernière prise de parole publique de Satoshi Nakamoto. Qui a disparu. C'est la dernière prise de parole, c'est de dire surtout ne financez pas, ne dites pas à Wikileaks d'y arriver. Ensuite, il a continué à avoir 2-3 échanges de mails privés avec des développeurs pour leur dire je m'en vais, prenez le code, je ne veux plus avoir rien à faire avec ce truc-là. Et ensuite, sa dernière prise de parole, enfin son dernier mail, c'est que le développeur à qui il avait filé les clés du camion, entre guillemets, lui a dit tiens, j'ai reçu un mail de la CIA, ils veulent que je leur présente Bitcoin. Et là, silence radio depuis, Satoshi n'a plus de mail, plus rien, il n'a jamais bougé ses bitcoins, machin. Il n'a pas dit une fois quand même qu'un tel n'était pas Satoshi Nakamoto ? Non. Et que c'est pas ça son dernier mail ? Non. Ah bon, Non, son dernier mail, c'était justement de dire aux développeurs commence à décentraliser la production, file les clés du camion à plusieurs développeurs, parle de la communauté, il faut plus que ce soit centralisé, nanana. Et le gars lui répond ça tombe bien parce que je vais justement voir la CIA. All right. Mais après c'est d'autres gens qui se sont revendiqués être Satoshi. Mais en fait en Angleterre qui a déjà perdu. Ouais, Craig Wright. Et donc il y en a un qui a dit moi je suis Satoshi machin. Il n'a jamais été en capacité de le prouver. Voire c'est même la seule personne sur Terre qui n'a plus le droit de le dire. Puisqu'il y a eu un procès, et le procès s'est conclu sur le fait qu'il n'était pas Satoshi Nakamoto, donc c'est le seul sur Terre qui n'a plus le droit de dire qu'il est Satoshi Nakamoto. C'est qui qui lui a fait le procès ?
Non, c'est lui qui a fait le procès. En fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit non, mais il raconte des conneries, c'est une fraude, c'est un scam, c'est pas Satoshi. Et lui, il a dit non, je vais te faire un procès et on va prouver que je suis Satoshi. Voilà. Et à la fin, non, en Il fait. n'est pas arrivé. Voilà. Bon, bref, donc à quoi ça sert Bitcoin? Ça sert à être une solution à tout ce que j'ai dit avant. Pourquoi? Parce que vous avez dans Bitcoin deux choses. Vous avez Bitcoin, et je vais même rentrer dans la typographie, vous avez Bitcoin avec un B majuscule, et là, avec ça, vous désignez un réseau, un protocole informatique, qui est en l'occurrence un réseau de paiement. Donc c'est un réseau de paiement. Mais vous avez aussi Bitcoin petit b, et Bitcoin petit b, c'est un dénombrable, c'est une unité de compte, c'est un jeton qui prend de la valeur en fonction de ce que le marché pense que ça vaut. Donc vous avez les deux choses, en fait. Vous avez une proposition politique de projet monétaire, qui est cet actif qui a des caractéristiques fondamentales, notamment d'essayer de mimer l'or, donc c'est rare, c'est inaltérable, c'est non manipulable, etc. Et vous avez aussi, c'est ça la différence fondamentale avec l'or, le système de paiement intégré. Donc ce que ça veut dire, et je l'ai montré tout à l'heure avec Nathalie, c'est qu'on peut s'envoyer des bitcoins très rapidement, ça prend une demi-seconde, et globalement vous n'avez pas d'intermédiaire de paiement dans la transaction. C'est son téléphone, mon téléphone, point à la ligne. Donc là-dessus vous avez, donc la partie gauche de ma slide, c'est le constat que je vous ai fourni, c'est-à-dire la monnaie a largement évolué dans l'histoire en passant d'abord globalement du crédit, voilà, je te fais confiance, demain tu me rembourseras, à de la marchandise, mais qui essayait de réunir un certain nombre de caractéristiques qui font plus ou moins une bonne monnaie. Donc voilà, c'est divisible pour faire tous les types de paiements, c'est durable dans le temps, c'est rare, c'est machin. Et donc on a eu des perles, du sel, de l'argent, de l'or, etc. Et à la fin, l'humanité a fini par tendre quand même globalement vers l'or parce que c'était mieux que le reste pour préserver la valeur dans le temps. Mais sachez pour la petite histoire qu'il y a plein de mots en français qui viennent de ces différentes marchandises qui ont été utilisées. Le salaire vient du sel, le solde vient aussi du sel par exemple, les épices ont donné les espèces. Donc il y a l'argent, évidemment, voilà, ça va sans dire. Mais en tout cas, il y a une richesse dans le vocabulaire qui nous provient de toutes ces marchandises qui ont servi de monnaie dans l'histoire de l'humanité. Et on a tendu vers, et là c'était exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça c'est un billet du siècle, c'est pas un billet, c'est un gold certificate, c'est un certificat d'or. Donc ça c'est pas juste un billet comme ça, c'est vous avez un certificat de détention d'or auprès de la Federal Reserve, vous pouvez récupérer de l'or. Aujourd'hui cette mention a disparu, vous avez juste Federal Reserve Note, $1. Donc ça, c'est la transition qu'on a vue sur tout le XXe siècle et qui a notamment été amorcée, comme on l'a dit tout à l'heure, à la Première Guerre mondiale, puis avec 71. Et vous avez en face un système de paiement qui est numérique et donc mondial, qui est sans intermédiaire et qui permet des paiements rapides et finaux. À titre je crois, de chiffres, je ne sais pas si je l'avais mis dans la slide d'après, mais globalement aujourd'hui, sur le réseau Bitcoin, il y a déjà plus de valeur échangée que sur Visa. Donc on n'est pas sur un réseau qui est marginal. C'était marginal il y a 10 ans, évidemment. Aujourd'hui, c'est plus du tout marginal. C'est vraiment autant que les plus gros réseaux de paiement. Donc c'est quelque chose comme 3 000 milliards ou 4 000 milliards par mois de dollars qui sont échangés sur le réseau Bitcoin. Et j'exclus de ces chiffres toutes les transactions sur les plateformes d'échange. Ici, il ne s'agit que de transactions. Pas de j'échange de l'euro contre du Bitcoin à la vitesse de la lumière. Non, ça c'est exclu de ce chiffre-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme je l'ai dit, un actif numérique qui est à l'opposé de la monnaie fiat. Donc la proposition, c'est un projet politique, d'une certaine façon, de désétatiser, de dénationaliser la monnaie, pour reprendre un terme cher aux libéraux, dénationaliser la monnaie pour le rendre non manipulable et revenir à un étalon de mesure de tout dans l'économie qui soit fiable. Et donc ça veut dire rare. Donc en l'occurrence sur Bitcoin, c'est 21 millions la limite finie. Donc il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Cette limite sera atteinte en 2140, donc c'est pas tout de suite. Mais aujourd'hui, on est déjà à quasiment 20 millions d'unités de Bitcoin. Et donc il nous reste 120 ans pour émettre, 115 ans pour émettre 1 million de Bitcoin. La règle monétaire de Bitcoin, elle est 100 fois plus facile à comprendre que la règle monétaire du système monétaire fiat, puisque personne n'est en capacité d'expliquer le système monétaire fiat, y compris les économistes. Dans Bitcoin, c'est 50 Bitcoins émis toutes les 10 minutes, et cette somme est divisée par 2 tous les 4 ans. Voilà, vous avez l'intégralité de la politique monétaire de Bitcoin. Donc elle est fiable, elle est prévisible et elle est transparente en direct. Donc là aujourd'hui, évidemment, comme ça a été créé en 2009, on n'est plus du tout à 50, puisqu'on a déjà eu plusieurs divisions par 2, on est à 3,125 en ce moment. Donc tout le reste, incensurable, inaltérable, divisible, portable. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que Bitcoin est le seul actif numérique. Parce que vous le possédez. Ce n'est pas la banque qui le possède pour vous, ce n'est pas un compte d'un tiers, ce n'est pas un intermédiaire financier, c'est vous. Ce qui veut dire que vous prenez la responsabilité, donc les risques et les avantages. Si vous perdez vos bitcoins, il n'y a pas de mot de passe oublié. Mais si vous décidez de fuir le Venezuela, il n'y a pas une banque qui peut décider de saisir vos actifs. Je fais le pont avec évidemment Corina Machado.
qui donc prix Nobel de la paix depuis hier, c'est ça, hier, et qui elle-même est donc la leader de l'opposition au Venezuela et est extrêmement vocale sur Bitcoin pour dire en fait moi mes comptes bancaires ont été fermés, mes avoirs ont été saisis, mes avoirs ont été gelés. Heureusement qu'on ne peut pas bloquer un virement en Bitcoin, donc continuez de nous soutenir en envoyant des dons en Bitcoin. Oui. Quand on dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire, si on a un wallet CoinHouse ou que sais-je, quelque part c'est pas l'intermédiaire, le CoinHouse. Ça c'est la différence entre le système monétaire et le système financier. Le système monétaire n'a pas d'intermédiaire là dans le cas. C'est comme l'or. L'or n'a pas d'intermédiaire, c'est de l'or. Bon. Mais en revanche, si vous n'avez soit pas confiance, soit pas envie, soit la flemme, vous pouvez très bien dire, au lieu de conserver mon or chez moi dans un coffre et de le sécuriser, j'ai envie de le poser à la banque. Mais c'est une décision individuelle. C'est votre liberté, vous pouvez le faire. Dans le Bitcoin, c'est pareil. Soit vous décidez d'avoir votre propre Bitcoin sur votre propre portefeuille numérique avec votre propre responsabilité et vous n'êtes pas censurable. Soit vous dites, c'est un peu trop de responsabilité pour moi, ou j'ai pas envie de le gérer, ou c'est trop technique, ou c'est peu importe la raison. L'effet divers qui montre qu'on vole comme ça, oui. Ça fait paniquer les gens. Oui, en plus j'ai été concerné assez proche. C'est dangereux de dire, les bitcoins comme ça, on met les vols. C'est un peu comme la bourse dans la rue, quoi. C'est en cours et on vous enlève la bourse. Voilà. Mais c'est le même parallèle, c'est pour ça que l'or est un bon parallèle, c'est qu'il porte aussi les mêmes risques. Si vous le mettez à la banque, si la banque vous aime pas, vous n'avez plus accès à votre or, mais au moins on vous l'aura pas dans la rue. L'inverse est vrai. Si vous ne le mettez pas à la banque, vous risquez beaucoup moins le scénario libanais puisque c'est chez vous. Mais en revanche, on peut vous agresser, vous kidnapper, machin, c'est à vous de le sécuriser, si vous perdez le mot de passe, c'est tant pis pour vous, etc. Donc c'est la responsabilité qui va avec toute liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant le côté maximaliste, c'est le côté, vous avez l'alternative. Ce qui n'est pas le cas dans le système monétaire actuel, financier. C'est que vous n'avez pas l'alternative. Si vous voulez participer à l'économie, vous devez être bancarisé et vous devez vous soumettre aux injonctions des banques et en règle générale de la régulation, donc des États, sur ce qui est bien ou pas bien de faire avec son argent. Donc après, encore une fois, c'est un choix. Mais le fait même, je vais citer à titre d'exemple un papier qui m'avait fait marrer de la Federal Reserve, donc la branche du Minnesota, parce que donc la Banque centrale américaine a plusieurs branches. Ils avaient fait un papier qui s'intitulait, de façon très géniale, une stratégie pour des déficits publics perpétuels. Et dans ce papier, ils disaient, nous avons trouvé une super stratégie pour avoir des déficits publics perpétuels, mais il y a une condition pour la mettre en place, c'est d'interdire Bitcoin. Parce que dès que vous avez Bitcoin qui existe, vous avez ce qu'on appelle un échappatoire, ou une échappatoire, je ne sais jamais d'ailleurs. Mais en tout cas, si vous dites au public, je vais faire des déficits publics perpétuels, la traduction c'est, je vais vous voler votre épargne H24 sans jamais vous demander votre avis. Donc forcément, si les gens ne sont pas trop débiles, ils fuient la monnaie. Et donc, s'ils ont un échappatoire, ils peuvent fuir la monnaie. Donc ta stratégie, en fait, elle tombe à l'eau, puisque tu te retrouves à faire des déficits publics perpétuels dans une monnaie qui ne vaut plus rien. En revanche, si tu interdis l'échappatoire, là, les gens sont piégés. Et là, pour le coup, c'est déjà plus l'Argentine ou le Venezuela, c'est-à-dire vous ne pouvez plus sortir sauf à payer une taxe de 60% ou 100% sur vos avoirs, sur un taux de change qui est artificiel. Et en fait, du coup, vous êtes piégé. Mais à partir du moment où vous avez un échappatoire, ça ne fonctionne plus. Une. Mais de toute façon, je m'en souviendrai plus demain. Ça doit faire 8 fois qu'on me le répète. Oui. Que s'est-il passé au Liban exactement? Que s'est-il passé au Liban? Une faillite du système monétaire et financier majeur qui fait que les Libanais se sont réveillés un jour, ils ont ouvert leur compte bancaire et ça leur disait vous avez bien votre argent mais vous ne pouvez pas le retirer. Voilà, comme en Argentine. Et au Brésil. Mais comme dans beaucoup d'endroits. En fait, une des raisons pour lesquelles les Français sont assez hostiles à Bitcoin, c'est qu'ils pensent que ça ne va jamais leur arriver. Mais leur argent a disparu ou c'est juste qu'ils avaient Non, il était bloqué. Bloqué. Donc c'était un blocage, c'est pas qui s'est compris. Alors il ne s'est pas évanoui dans les systèmes d'information de la banque. En revanche, si vous voulez y avoir accès, c'est bizarre, mais d'un seul coup, on vous impose un taux de change qui vient d'être multiplié par 10. Quoi. C'est ça. Donc, en Argentine, on avait de l'épargne en dollars dans les banques, et ils ont décidé de spécifier. Oui. Alors, les gens sont trouvés avec 30% de moins de ce qu'ils savaient. En peso, ils l'ont converti. Un contre un. Allez, donc c'est ça la censure ou la délinquance entre guillemets financière en cours, c'est que les Libanais, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils stockaient en dollars parce que c'est une monnaie qui est moins pire que la livre libanaise. Et en fait, le problème, c'est pas que c'est le meilleur monnaie, c'est que c'est la moins pire. Ah, je cite du Friedman sans le savoir. Donc ils stockaient en dollars, sauf que à partir du moment où vous stockez en dollars mais dans la banque, en fait c'est la banque qui contrôle votre taux de change. Donc elle, si jamais elle est insolvable, qu'elle a mal géré ses trucs, elle a pris trop d'exposition ou que sais-je, ou que sa monnaie est complètement éclatée parce que la banque centrale a décidé de tripler la masse monétaire par exemple, en fait c'est elle qui décide. Vous avez peut-être écrit 2000 $ sur votre compte, mais dans la réalité, pour vous les rendre, il faut accepter d'en prendre que 100.
Et donc là, vous avez des gens, ils ont fait des économies pendant 30 ans sur toute leur vie, et on leur dit en fait vous n'avez plus rien. Parce qu'à Chypre aussi, il me semble. Chypre 2013. Oui, Ouais. À Chypre, Chypre, ils pareil. ont au-dessus de 100 000 euros de dépôt. Ils ont pris. Je ne sais pas si c'était une saisie ou une. C'était une taxe, c'était un cut à Ouais, 10%, là, je crois. c'était autre chose, c'est qu'en fait, ils avaient Ils étaient décidé, riches. comme ils ne voulaient pas éponger par de l'argent public, ils ont dit, et ça avait provoqué un scandale, parce que normalement, effectivement, tu as l'idée qu'en Europe, il y a une assurance de Garantie à 100 dépôt, 000, ouais. mais qui n'est pas aussi explicite qu'aux États-Unis, parce que là, c'est une assurance en tant que telle, donc là, c'est un pot commun, et donc ils étaient là, ouais, mais après, ça se fait pas de piquer l'argent aux gens comme ça, donc ils avaient dit, ah ben, on va piquer l'argent aux non-résidents. Mais c'est bon, ils avaient comme il n'y avait que des Russes, en fait. C'était une machine à laver, hein, Donc ils c'était avaient fini franchement- par laisser l'assurance aux petits porteurs, enfin aux chypriotes. Par contre, tout ce qui était avoir, enfin tous ceux qui avaient les Russes qui avaient des comptes à Chypre, ils se sont fait. En revanche, pour l'anecdote, un des pays européens dans lequel il y a le plus de distributeurs de Bitcoin, donc des trucs Oui. physiques où on met soit sa carte, soit Ouais. du cash et ça envoie sur une adresse Bitcoin, c'est la Grèce. Ouais, c'est la Grèce. Parce Ils que ont gardé évidemment, des traces. le traumatisme de 2015 où tu vas au distributeur et on te dit t'as que 20 euros, Mais Ils ils l'ont un peu gardé, en travers de la gorge, quoi. Et une question commune, en Argentine, je me souviens, il y avait une stratégie à un moment donné, que d'ailleurs ça a bien fonctionné quand Milei a dit que les gens pouvaient blanchir Oui. de l'argent, que l'opposition avait dit c'était les narcotrafiquants, c'est pas vrai. Mm. C'est qu'en fait, il y avait beaucoup de banques en Argentine qui permettaient d'avoir des dollars dans les caisses, dans les coffres forts. Oui, Et la banque ne savait pas ce qu'il y avait dans les coffres forts. exactement. Bah, parce que c'est C'est privé. le secret Ouais, bancaire. Ça c'est ouais. privé. Ouais. Donc, et ça existe aussi pour les bitcoins ou on peut, On peut mettre une on clé. peut Alors, dire, et la banque le Il y sait en a ou qui pas? mettent leur code, oui, non, je crois. en fait, la détention de Bitcoin, elle se matérialise comment? Elle se matérialise dans la théorie par ce qu'on appelle une clé privée, mais en fait c'est un truc cryptographique de 70 caractères, donc c'est l'enfer. Donc il y a une abstraction qui est faite, et en règle générale cette abstraction c'est une liste de mots. Donc soit 12, soit 24, peu importe, mais en gros vous avez 12 mots. Si vous les mettez à la suite, ça vous reconstitue votre portefeuille. Donc, et ensuite, il y a des façons physiques de garder, c'est ce que fait Ledger en France, c'est qu'il intègre dans un portefeuille matériel ces 12 mots. Donc en fait, vous n'avez plus qu'à le connecter à un ordi et vous pouvez payer en mettant juste un PIN comme une carte bleue. Mais in fine, la vraie propriété de vos bitcoins, c'est ces 12 mots. Donc la question, c'est où est-ce que vous les stockez? Alors évidemment, si vous les stockez les 12 chez vous et que vous faites cambrioler, vous n'avez plus d'argent. Si vous en stockez que 6 à un endroit et 6 à un autre endroit, si vous en perdez 6, bah, vous ne pouvez rien faire avec les autres 6 autres. Donc il y a une forme de politique de sécurité qui doit être mise en place où, par exemple, il y a des gens, ils mettent les 12, ils vont les diviser en 4, 4, 4 et ils vont mettre je sais pas, A, B et C, et ils vont mettre A et B à un endroit, B et C à un autre et A et C dans un troisième. Ce qui fait que s'ils en perdent un endroit, bah, ils ont toujours les deux autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une approche de la sécurité qui n'est plus je fais confiance à la banque et merci, au revoir. Ceux qui n'ont pas envie de faire ça, ce qui est parfaitement légitime, ils peuvent aussi dire bah non, en fait, je vais prendre mes 12 mots et puis je les mets dans un CD et je les mets à la banque, dans un coffre. Et la banque, elle sait pas, elle a une enveloppe dans son coffre, elle est en mode je sais pas ce qu'il y a dedans. Comment il s'appelle, Carlos Hernandez, je crois, c'est un économiste vénézuélien. Lui, il disait, donc maintenant il est à New York, et il disait moi j'ai quitté le pays grâce à Bitcoin. Parce qu'en fait, quand tu passes la frontière, c'est, globalement, on t'enlève tes vêtements, c'est quasiment ça. C'est, on te prend ton or, on te prend ton cash, on te prend tout. Mais pas les 12 mots dans sa tête. Donc il a juste quitté le pays avec 12 mots dans sa tête. Il arrive à New York, il avait tout son argent. Donc il y a des histoires même un peu plus dures là-dessus, sur notamment les femmes en Afghanistan. Parce qu'elles n'ont pas accès au compte bancaire, elles n'ont pas le droit même d'avoir du cash. C'est-à-dire que pour les rares qui continuaient à travailler jusqu'à il y a encore pas longtemps, elles rentraient chez elles avec du cash, c'était le mari ou le frère qui prenait l'argent. Je posais une question idiote, mais les 12 mots, c'est national, parce que les 12 mots en chinois, c'est pas les 12 Non, mots. c'est un système international en anglais. C'est en anglais. Ouais. Donc ce qui se passait, c'est qu'il y a certaines entrepreneuses, donc il y a Roya Mabouk qui est assez connue là-dessus, qui elle disait, en fait, si vous faites le trajet Afghanistan-Allemagne, en gros, avec des bijoux, en gros vous arrivez en Allemagne, vous avez 0, parce qu'à chaque passeur vous a pris la moitié de ce que vous avez. Si vous traversez tout cet endroit-là avec 12 mots dans votre tête, vous ressortez en Allemagne, vous avez tout. Donc c'est pour ça que je parlais de déviance tout à l'heure, c'est qu'il y a un côté vraiment monnaie de la préservation des libertés. Et donc forcément, si vous êtes dans un système monétaire et financier qui fonctionne de façon OK, que vous avez à peu près confiance dans les banques, etc., il n'y a pas de raison particulière de mettre 100% de ses avoirs sur un portefeuille dont vous gérez l'entièreté de la sécurité parce qu'au cas où tout s'effondre. Si vous sentez que le pays commence à dérailler, que les banques font n'importe quoi, que la monnaie fait n'importe quoi, que vous êtes considéré comme un opposant politique, que ça commence à devenir intéressant d'aller faire soi-même ses propres réserves stockées personnellement. Donc après, c'est une question de ventilation personnelle et de tolérance au risque individuel. Quoi. Mais on peut stocker à la banque un papier avec 12 mots, oui, c'est possible. Torturer,
doit demander. Mais on peut jamais prouver. Alors c'est une blague chez les bitcoiners souvent pour ne pas payer d'impôts. Et ils disent j'ai eu un accident de bateau. Parce que justement en fait la détention de bitcoin n'est pas prouvable. On peut pas prouver que vous avez des bitcoins. Si vous avez 12 mots dans votre tête, qui peut prouver que vous avez 12 mots dans votre tête? Donc en fait, il y a plein de gens, ils disent ah non, j'ai juste eu un accident de bateau, j'ai tout perdu, la flûte alors. Et puis en fait, ils en vont à l'étranger, et puis bizarrement, la mémoire est revenue quoi. On peut prouver c'est l'acquisition de Bitcoin. L'acquisition, on peut la prouver si tu l'as acheté en euros. Ouais. Si tu l'as en fiat, je veux dire, c'est-à-dire que l'acquisition de Bitcoin, c'est le moment crucial pour les régulateurs parce que c'est l'endroit où ils vont demander à la plateforme intermédiaire de donner le passeport, la carte d'identité, le justificatif de domicile, blablabla, et ensuite ils font le lien entre des identités et de la détention de Bitcoin. Mais une fois que, là par exemple ce que j'ai envoyé à Nathalie, en plus c'est sur le Lightning, donc c'est confidentiel, c'est-à-dire que là personne ne sait que je lui ai envoyé un Satoshi. En fait, Comment on c'est va la l'acheter liquidité d'un autrement actif. qu'en fiat? On n'est pas obligé de l'acheter. On n'est pas obligé de l'acheter. Si vous me vendez un service et que moi je vous paye en Bitcoin, Oui. je ne l'avais pas acheté. D'accord, mais ça- Vous achetez pas vos euros, vous êtes payé en euros. Là, c'est pareil, tu te fais payer en bitcoin pour en avoir. Oui, en l'occurrence, Faut il y se a faire plein payer de un situations bitcoin. dans lesquelles on n'a pas ce choix-là. Ah, non, mais Sur bien sûr. l'éducation nationale, je pense pas qu'on a envie de payer un bitcoin. La coercition de l'État passe par là. Effectivement, Il faut que tu donnes des impôts l'euro ayant supplémentaires. cours légal en France, on n'a même pas le choix. droit d'être payé en bitcoin en France. En revanche, on a le droit d'être payé sur tout ce qui est Ouais. avantages. Des avantages type la voiture de fonction et machin. En fait, tu peux payer un bonus par exemple. Tu peux Oui. payer en bitcoin. Et est-ce que je peux liquider un actif, typiquement boursier, me faire payer en Bitcoin et que Bah, ça, personne ne ça sache? dépendra de l'intermédiaire. Si Oui, il a envie de c'est payer en le bitcoin. groupe qui accepte. On ne peut pas décider que c'est interdit de Si, ils convertir peuvent. le Bitcoin Dans ce cas-là, on s'appelle la Chine. Ouais, c'est la Chine. C'est Ça pas très empêche positif la pour les détention. libertés fondamentales. Ouais. La Chine a essayé de l'interdire, Oui. ça n'a pas marché. Tu vois. Non, bah, enfin, ils ont fait ça pour la façade, quoi. Ouais. Parce que vu que c'est enseigné, que tu as les cours de blockchain et que de toute façon Hong Kong est à fond là-dessus. Et pour la question du Oui. minage, il y a même Oui. certaines provinces Oui. qui ont dit au gouvernement central, Ouais. en fait, on veut garder les mineurs Oui. parce que ça équilibre notre réseau électrique, donc s'il vous plaît, s'il Non, vous parce plaît. qu'ils sont très pragmatiques, les Chinois. Ça fait la différence entre les Français, en fait. Les Chinois, c'est que même si l'administration est complètement En fait, sur le- autoritaire, ils sont pragmatiques. La réponse Oui. théorique, c'est que tu peux toujours déclamer que c'est interdit. Ouais. Mais ça en dit beaucoup plus sur la société que tu es devenue que ça n'aura d'impact sur Bitcoin. Oui, exactement. C'est-à-dire que Bitcoin s'en fout. Que le truc a été interdit en Chine, Bitcoin n'en a rien à foutre. Pourquoi que le Bitcoin alors qu'il y a 3000 crypto-monnaies? Parce que les autres ne sont pas des projets politiques de monnaie. Il y en a un bon 90% qui sont des arnaques accessoirement. Et le reste, c'est souvent des projets privés, c'est-à-dire je veux faire de la finance décentralisée, très bien, c'est intéressant, mais enfin c'est de l'ingénierie financière, ça n'a rien à voir avec un projet politique C'est de en monnaie. fait, c'est des trucs de réseau. En fait. C'est un projet politique, c'est ça? Non, Non. bah Ethereum, il n'y a pas de projet Là, politique là, derrière. c'est le Trump, là. Ça relève plus du merchandising en Oui, vrai. C'est exactement. juste une autre façon de faire du Projet merchandising. politique, ça se concrétise comment? Pourquoi on peut dire que les terroristes, enfin j'y connais rien, mais les autres ne seraient pas. En fait, C'est quoi la différence concrète? je dézoome un petit peu, mais si je vous parle des actifs, personne ne se dit je vais mettre dans le même sac et faire une analyse de l'immobilier, des obligations d'État américaines, une chaise Ikea et je sais pas moi, de l'or. Parce que c'est pas la même chose. Mais c'est tous des actifs. Et pour le monde des cryptos, je sais pas pourquoi, les gens ont fait un énorme sac homogène dans lequel ils disent mais c'est des cryptos. Bah non. Ah oui, mais un NFT c'est une œuvre d'art, un stablecoin c'est de la monnaie américaine, Bitcoin c'est un projet politique de monnaie, il y en a d'autres c'est des obligations d'État qui sont jetonisées. Mais ce que je veux Rien dire, à c'est voir. que le projet politique, ça change quoi en termes de fonctionnement? Le fait qu'il y ait eu qu'au départ, l'inventeur avait peut-être, en plus on l'a pas sûr. Vu ce qu'il a mis dans les premiers blocs, si, c'est à peu près sûr. C'est-à-dire que dans le création de Bitcoin, Au niveau de la façon dont ça fonctionne, est-ce que tu peux faire un lien entre ce que tu dis que c'est un projet politique et la façon dont ça fonctionne? Oui. c'est que la réponse la plus simple, même si elle serait un petit peu caricaturale, c'est que c'est la plus pure. La plus pure au sens où il n'y a pas le fondateur n'est pas identifié, donc c'est suffisamment décentralisé, il n'y a pas de moyen de pression. C'est une expérience non reproductible parce que c'est la première. Donc en fait, sa croissance a été organique. Il n'y a pas eu Ethereum, il y a eu une levée de fonds. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui ont pris un intérêt dedans, qui aujourd'hui ont plus de jetons que les autres, etc., Oui. etc. Bitcoin, il n'y a pas eu de levée de fonds. C'est une Il y a eu ce qu'on appelle une fair distribution, c'est-à-dire qu'il a dit je lance le réseau, vous venez. Point. Donc il y a plein de facteurs comme ça qui font que Bitcoin, c'est pas reproductible. Donc toute personne, d'ailleurs, c'est une façon très simple de repérer une arnaque. Si une personne vous dit moi j'ai un Bitcoin en mieux, c'est une arnaque, 100%. Mais genre 100%, je suis sûr. En fait, on disait souvent que les cryptos qui sont nés après, c'est une tentative De faire mieux que de Bitcoin. faire mieux, mais en Mais en fait, général, non. bon, ils te disent qu'ils
essayent de faire mieux, mais bah voilà, pour le moment, c'est pas... Mais c'est surtout que c'est pas le même projet, c'est-à-dire que Ethereum n'a jamais été pensé comme une monnaie, ça a été pensé comme un carburant pour faire tourner des applications décentralisées sur un web ouvert. Et donc on peut aller faire sur Ethereum par exemple des virements programmables, ce qu'on peut pas faire sur Bitcoin. Mais ça, c'est pour faire de l'hypothécation, de l'emprunt, de la collatéralisation, des machins. En fait, donc je suis même pas en train de dire qu'Ethereum c'est nul. J'ai moi-même de l'Ether, c'est très bien, je l'utilise, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas le même projet, du tout. Et ça n'a rien à voir. Ce serait comme dire je compare l'or et je sais pas, le charbon. Ou une obligation d'État. Donc ça veut dire que c'est autre chose. Satoshi a créé ce truc pour éviter l'inflation, et la mainmise de l'État. C'est ça qui est au cœur de son... Dans le livre blanc, dans le livre blanc de Bitcoin, il y a tout un passage qui dit le problème du système monétaire actuel, c'est toute la confiance qui est nécessaire dans les banques centrales et les banques, et moi je vous propose une alternative. Donc c'est écrit noir sur blanc. Et le deuxième signal très fort, c'est que le premier bloc de Bitcoin, donc la première page du registre de transactions, lui, il a rajouté une métadonnée dedans, qui est le titre du Times de l'époque, dont la couverture est le Chancellor on the brink of second bailout of the banks. Donc c'est littéralement écrit dessus, quoi, que c'est un truc anti-bailout, anti-aléa moral des banques centrales, c'est fait pour. Les autres, encore une fois, tu utilises un stablecoin aujourd'hui, qui est une autre crypto, tu es en train de littéralement financer l'État américain. C'est juste complètement antagoniste d'un point de vue de la proposition de valeur. Donc moi, la première chose que je fais d'un point de vue de l'acculturation sur les sujets crypto, c'est d'essayer de dire qu'il n'y a pas de sujet crypto. Ça n'existe pas, le sujet crypto. C'est pas parce que vous pouvez représenter par un papier de l'or, de l'immobilier et une action que ça en fait toute la même catégorie. Là, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez une technologie similaire pour représenter quelque chose que d'un seul coup, vous mettez tout dans le même sac de l'analyse. Mais je comprends pas bien ce qui empêcherait demain de faire un autre avec le même projet. Ah mais tout le monde essaye, tous les jours. Mais c'est juste que ça marche pas comme ça, la monnaie, c'est aussi, comme je le dis, c'est non reproductible comme expérience. Si vous lancez aujourd'hui une crypto comme Bitcoin, revenez au message de Satoshi après Wikileaks, où il vous dit attention, là on n'est pas encore suffisamment développé, etc. Satoshi avait raison. C'est-à-dire que les 2 premières années de Bitcoin, si la CIA avait mis son nez dans le Bitcoin, il pouvait l'arrêter quand il voulait. Parce qu'il y avait 5 serveurs qui tournaient, bon, la CIA elle met un truc et c'est terminé. Sauf que comme ça n'intéressait personne, ça a cru de manière organique. C'est-à-dire que l'intérêt de le pirater a cru en même temps que la sécurité du réseau. Et donc aujourd'hui, il y a toujours autant de gens qui veulent pirater Bitcoin. Mais c'est juste que c'est infaisable. C'est tellement sécurisé que vous pouvez mettre tous les supercalculateurs de la Terre si vous voulez dessus, ça ne marchera pas. Si vous relancez un Bitcoin aujourd'hui, bon courage. Comment vous allez le financer? Comment vous allez créer la même croissance organique? Comment vous allez rester dans l'ombre le temps que ça prenne? Comment il a réussi à le financer au départ? Pourquoi on ne pourrait pas financer comme il l'a fait? Lui, c'est pas financé. Parce que c'est déjà, il est déjà là. Oui, mais dans ce cas-là, tu aurais la même chose. C'est beaucoup plus cher, tu détrônes. Tu dois proposer une alternative qui détrône en fait. Quand la première monnaie, c'est toujours celle qui va dominer à cause de ça. Parce que vu qu'elle a eu du succès, parce qu'elle aurait pu ne pas en avoir, mais elle en a eu. Donc en fait maintenant il faut aller détrôner le réseau existant. Même ceux par exemple le fondateur de Litecoin, qui est la proposition c'était en fait ils ont pris le code de Bitcoin et ils ont fait copier-coller littéralement. Et ils ont juste changé 2-3 paramètres en disant pour que ce soit plus rapide. Donc c'est Bitcoin en mieux théoriquement. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et le fondateur dit aujourd'hui je regrette de l'avoir créé, en fait elle est tous sur Bitcoin. Parce que c'est pas une question technique. Ethereum tu peux faire des virements programmables donc techniquement c'est mieux. Oui mais on s'en fout puisque Ethereum, par exemple, change la gouvernance de son protocole, de son système de sécurité tous les ans. Donc comment moi j'ai confiance dans le fait que ça va être une réserve de valeur? Bitcoin est inerte, c'est-à-dire c'est sa proposition principale, c'est que c'est tellement chiant à changer que c'est quasiment impossible. Et donc c'est super comme proposition, parce que ça veut dire que moi j'y cherche de la fiabilité, il n'y a aucune autre crypto qui me propose ça. Toutes les autres cryptos, je ne mettrai jamais ma main à couper qu'elles seront là dans 10 ans. Et d'ailleurs, tu peux regarder le classement, moi je le montre toujours à mes élèves. Tu as les 2 premières, Bitcoin et Ethereum, parce que c'est des propositions différentes et voilà. Puis les autres, elles ont changé en permanence. Elles viennent, elles meurent, elles s'en vont. Elles viennent, elles repartent. Le reste des cryptos, il faut plus le comparer à du venture capital. C'est-à-dire que c'est des projets privés de gens qui veulent apporter de la valeur. 9 sur 10 meurent. Dans le tas, il y en a beaucoup d'arnaques, mais il y a aussi juste des mauvais projets. Ces trucs, ok, ça n'a pas marché. Et puis, tu en as de temps en temps, c'est des projets qui marchent. Les stablecoins, c'est un vrai cas d'usage. Ça marche très bien. Mais c'est juste que la différence entre Bitcoin et les stablecoins, c'est que Bitcoin c'est incensurable, c'est pas manipulable et c'est pas de la monnaie de l'État, que le stablecoin, tu es littéralement en train de financer le déficit américain. Mais ça marche, c'est-à-dire je peux envoyer un stablecoin à Kuala Lumpur, ça prend 5 minutes. Je vais aller les défendre, c'était pas la proposition d'origine. D'origine, ils avaient d'ailleurs très peu
Parce que comme ça a Oui, été ils créé au avaient- moment oui, des taux oui. d'intérêt Mais très bas, aujourd'hui, ils ont c'est le cas. détenu. Mais Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le cas. c'est leur proposition, c'est parce qu'ils doivent être sur quelque chose qui est très liquide, c'est tout. Donc là, ils sont revenus sur un titre d'État, mais eux, ils s'en foutent en fait de savoir si c'est un titre d'État. Mais tu sais, je pense à une question qui s'était posée justement au XVIe siècle avec l'argent. C'est qu'en fait, on croyait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on savait, et d'ailleurs c'est aussi une question éthique majeure, que l'argent était inaltérable. Qu'on savait que c'était de l'argent. Sauf qu'on a inventé un moyen pour altérer l'argent. Et à un moment donné, on a introduit en Europe une quantité d'argent qui venait d'Amérique, qui était complètement altérée. Et le système a trouvé un moyen de contrôler cette altération. Ce qui est étonnant, c'est que Bitcoin ne peut pas être altéré. Non. Il n'y a même pas un mécanisme de pouvoir contrôler En fait, une éventuelle altération. Dans la théorie, il y en a un. C'est de réunir un consensus suffisamment important pour changer le code, et c'est dans la théorie possible. D'ailleurs, Bitcoin continue d'évoluer dans son protocole, donc il y a des améliorations tous les ans, etc. Mais revenir sur des paramètres aussi importants que par exemple le cap des 21 millions, en fait, ça voudrait dire réunir un consensus parmi des gens dont l'entièreté n'a pas intérêt à ce que ça se passe. Parce qu'évidemment, je ne vais pas voter pour être dilué. Donc, il y a des gens, par exemple, qui disent qu'un des scénarios dans lequel Bitcoin changerait, c'est lorsqu'on arrivera en 2140 et qu'il n'y aura plus d'émission monétaire, peut-être que le consensus dira qu'il vaut mieux réintroduire une création monétaire de X, parce que sinon, en fait, c'est trop tendu dans le stock. Et donc, voilà. Donc, dans la théorie, c'est modifiable. Mais c'est juste que c'est quasiment impossible. Donc, ce qui fait que c'est une question de construire la confiance sur son caractère inerte. Bon, après, tu as le quantique aussi qui est souvent discuté. C'est pas vraiment le Bitcoin est le dernier des. Enfin, si on a le quantique, on a 150 autres problèmes avant Bitcoin, parce que Bitcoin a des moyens de se défendre. Notamment le fait que s'il attaque le quantique à disposition, la défense aussi. On peut passer à des algorithmes quantum résistants. S'il y a le quantique, demain, l'ensemble des banques ne fonctionne plus. Donc c'est un autre débat. Mais le quantique est. Enfin, c'est pas vraiment un problème. En tout cas, le Bitcoin a des problèmes. Par exemple, la confidentialité, c'est un problème de Bitcoin. C'est ce que les gens te posent comme mais le quantique n'en est pas un. Voilà, le quantique, ça peut être un problème en fait. Un des problèmes de Bitcoin, contre-intuitivement, parce que c'est pas du tout ça qui est mis dans le débat public, c'est que c'est trop public. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, c'est que quand vous parlez de Bitcoin dans le débat public, la plupart des gens vont vous dire « Ah, c'est la monnaie des terroristes, c'est intraçable, c'est opaque ». Le vrai problème, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est trop public, c'est trop transparent, donc il y a des risques sur la vie privée. Mais ça, c'est un des problèmes de Bitcoin. Quand vous faites une transaction sur Bitcoin, elle est publique. Elle est publique, tu peux remonter la chaîne, tu vois en permanence. Pseudonymisé. C'est un pseudonyme. Moi, en gros, si je paye Nathalie, prenons l'exemple inverse, si elle me paye, qu'elle m'envoie un Bitcoin, par exemple, si jamais tu as envie, cette transaction sera publique. Mais elle ne sera pas publique Nathalie vers Alexandre. Elle sera publique XKB 38 24 12 vers 56. Le souci là-dedans ? Le souci, c'est que si j'arrive à faire un lien entre ton identité et le pseudo, je connais l'intégralité de ta vie financière. Et ça, c'est faisable ? Oui, c'est largement faisable. Les polices aujourd'hui, elles sont très bonnes. D'ailleurs, elles n'étaient pas bonnes au départ parce qu'elles connaissaient pas. Mais maintenant, on parlait des kidnappings tout à l'heure. Alors évidemment, moi, dans mon milieu, du coup, on est directement touché par ça. J'étais chez Pemium avant. C'est la fille de mon boss qui s'est fait kidnapper dans la rue. En fait, les ravisseurs, à chaque fois, ils n'arrivent pas à avoir l'argent parce qu'ils sont payés dans un truc traçable. Donc en fait, la police appelle. Les gens, au début de l'année, il y avait un cas où ils ont kidnappé l'associé d'Eric, l'archevêque, et ils ont demandé une rançon en stablecoin. Formidable, mais du coup, non seulement ils sont traçables, mais en plus ils sont censurables. Donc, eux, ils ont été censurés d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Donc ils n'ont jamais récupéré l'argent. Alors que tu demandes un paiement en valise de cash, c'est intraçable. Tu demandes un virement sur un compte en Hongrie qui part à Chypre, qui part au Panama, c'est pareil, il n'y a pas de traçabilité. Le Bitcoin est complètement traçable. Mais donc là, dans le cas des saisies criminelles, tant mieux. Mais sauf que ça veut dire que tout ce qui est déviant est traçable aussi. Donc si toi tu veux faire une surprise, ou que tu veux pas annoncer quelque chose, ou que tu veux être opposant politique par exemple, c'est compliqué. C'est traçable. C'est pas censurable. Donc c'est ce qui fait qu'au Venezuela, tu peux quand même la payer. C'est juste que le gouvernement est au courant de tout ce qu'elle reçoit. Si le gouvernement est au courant du lien entre son identité et les adresses. Et ça, ce lien, malheureusement, c'est un des grands sujets de combat, mais comme nous sommes dans une zone très démocratique qui s'appelle l'Union européenne, eh bien l'Europe nous impose de la surveillance financière dans un niveau inédit en ce moment. Donc en gros, aujourd'hui, l'anonymat est quasiment interdit. Alors que c'est en même temps dans la Convention européenne des droits de l'homme. Quand tu achètes des bitcoins, on te demande rien d'autre qu'un pseudo. Et donc, tu as une adresse. Non, quand tu les achètes, on va te demander moult choses. On va te demander. Quand j'achète de l'or, maintenant, on me demande mon avis d'imposition.
Et ben là c'est pareil. Oui, c'est normal. Si on te fait ta traçabilité. Enfin c'est normal, au Non. sens où c'est pratiqué, mais c'est pas normal au sens où ça devrait mais pas l'être. C'est imposé par les régulateurs. Oui, alors, La traçabilité des fonds, ça s'appelle. C'est ça, l'argument du type, c'est pas pour moi, c'est Oui. que si je suis contrôlée. Exactement, ils sont obligés, Ils sont sinon obligés, ils sont amendés et c'est Bah, là, chez Bitstack, il suppose que tu ouvres un compte. Si tu as une superbe idée, mais ouvrir un compte. Eh bien, quand tu vas ouvrir ton compte, on va te demander, comme n'importe quelle banque, le papier d'identité, le justificatif de domicile, justificatif d'origine des fonds, avis d'imposition, enfin tout. Et on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si demain on a un contrôle de l'AMF et qu'on les a pas, on perd la licence, quoi. Mais c'est ce qui m'avait déjà, c'est la raison pour laquelle en 2012 je n'ai pas acheté de Bitcoin parce que même ça devait être pas par paiement. Oh, à l'époque il n'y avait pas grand chose comme moi, vérification. en tout cas la plateforme sur laquelle on avait regardé avec l'étudiant avec qui on avait commencé à faire ça, il m'avait demandé mon passeport, je lui ai dit non mais c'est quoi ce truc et je l'avais pas fait. Et c'est une réaction tout à fait légitime, mais sauf qu'on n'a plus le choix puisque l'Europe s'est dit que c'était bien de surveiller tout le monde. Tu ne peux pas le faire directement toi sur. Je suis complètement. Si, en fait, mais si tu sors de ce système-là, c'est-à-dire, encore une fois, si tu me vends un service en Bitcoin, tu peux payer en Bitcoin et tu n'as jamais donné ton passeport à qui que ce soit. Si tu as des enfants, tu peux leur donner des Bitcoins. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu fais des cours en Bitcoin. Je pense que là, c'est la partie un peu plus pessimiste. La France sera un des derniers pays à adopter Bitcoin parce que nous avons un ensemble de contraintes politiques, de culture économique et de culture tout court politique qui sont l'opposé de Bitcoin. Tu disais que tu étais franco-suisse, sur les bornes de la CFF, tu peux acheter du Bitcoin. Oui, ça, je sais qu'en Suisse, on peut même payer ses impôts. Exactement, canton de Zoug, canton de Lugano, etc., tu peux payer tes impôts. En France, on est des parias, globalement. En fait, c'est que moi, du jour au lendemain, je peux décider de changer de pays. Et donc, comme je vous envie. Non, mais effectivement, en Suisse, c'est plus vraiment une question, le Bitcoin. C'est-à-dire que de mémoire, il y a déjà quasiment 25% des gens qui en ont. Donc c'est utilisé, il y a effectivement les cantons où on peut payer ses impôts, etc. En France, c'est un des seuls pays où l'adoption stagne, mais elle reste supérieure au nombre de gens qui ont des actions quand même. Il y a plus de gens en France qui ont des cryptos que des actions. C'est à peu près 10% contre 7%, je crois, pour les actions. Mais en même temps, si on compare au système américain, c'est 50% de gens qui ont des actions. En même temps, ils n'ont pas de système de retraite par répartition. Donc si tu ne t'intéresses pas au marché... Non, t'en perds. 80% des retraités actuels sont sous la Social Security. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une culture financière aux États-Unis qui incite à s'intéresser soi-même à son patrimoine. Qu'en France, tout est fait par quelqu'un d'autre. Donc en fait... Mais très concrètement, je t'achète des bitcoins. J'ai un compte qui flotte dans un espace international. Il n'est plus relié ni à aucune banque, ni à aucun pays finalement. Je m'expatrie, plutôt je m'exile en Suisse, qui est mon autre pays, donc c'est pas vraiment un exil, mais je m'en vais. Je peux donc acheter des voitures, payer la scolarité de mes enfants, etc. Ce que le vendeur est prêt à vendre en Bitcoin. C'est si le vendeur nous dit non, j'accepte que le franc suisse, bah non. Il n'y a pas de fiscalité là-dessus. Ah si. Oh là là, en France, on a réussi l'exploit de fiscaliser Bitcoin avant de le définir. D'accord. Et la fiscalité, c'est quoi? C'est comme la fiscalité de quoi? De l'or? Alors non, parce que l'or, il y a un taxe sur le chiffre d'affaires. C'est le flat tax? Oui, mais en France, c'est flat tax. C'est flat tax. Mais c'est flat tax version compliquée, parce que sinon c'est trop facile. Il faut assister à des sessions là-dessus, je veux dire que c'est... Justement, pendant 4 ans, entre 2014 et 2018, la fiscalité, ça a été celle de juste tes revenus, donc c'était hier. Donc en fait, tous les gens qui avaient fait fortune se sont barrés, puisqu'ils étaient à 62%, puisque c'était 45 plus 17 plus encore autre chose. Donc ils ont fait, à partir du moment où on prend les 2 tiers de quelque chose pour lequel on me considère en même temps comme un terroriste, faut pas déconner. Donc ils se sont partis. Moi j'ai 2 associés qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui sont partis. En 2018, il y a eu la loi PAC, 2018-2019, dans lequel on a fourni une définition à ce qu'est un actif numérique. Mais en faisant cette erreur majeure, qui est de considérer que c'est tout pareil. Donc il y a une définition d'actif numérique, dans lequel il y a des stablecoins, des bitcoins, de l'Ether, des machins. Et donc en fait l'Ether considère que ça c'est un portefeuille de tout pareil. Donc si vous payez par exemple votre baguette de pain en bitcoin, l'État arrive et dit hop, ceci est un événement générateur d'impôts. Et donc vous allez, regarder le prix de cette baguette rapporté à vos avoirs, mais pas vos avoirs en bitcoin, vos avoirs dans toutes vos cryptos. Ensuite, vous allez calculer le prorata de ce que vous venez de sortir pour acheter la baguette vis-à-vis de ce patrimoine. Puis vous allez payer 30% de plus-value sur de l'euro que vous n'avez pas, puisque vous avez payé en bitcoin, mais sur de l'euro que vous n'avez pas pour l'achat de cette baguette. Et ensuite, vous allez le déclarer au fisc et le payer. Et ça, c'est s'il y a une plus-value. Oh, il y a souvent des plus-values en bitcoin. Mais les moins-values, typiquement, on a un régime d'exception. Les moins-values ne sont pas reportables. Oui, en fait c'est asymétrique. C'est vraiment très cool, c'est-à-dire que si tu perds de l'argent pour ta pomme et tu peux même pas le reporter d'une année sur l'autre, par contre si tu gagnes, t'es un terroriste, mais tu vas me donner 30%.
Voilà, enfin 36 peut-être bientôt, on ne sait pas. Et il y a aussi eu le débat l'an dernier sur le fait que nous étions des gens improductifs et donc qu'on allait faire un impôt spécial pour nous. L'or est quand même beaucoup plus productif, c'est que bien sûr. qu'un lingot dans un coffre, c'est beaucoup plus productif. Voilà. Que... Mais je ne me fais pas d'illusions sur la créativité fiscale de la France et donc sur le fait qu'on viendra bientôt prendre mon patrimoine ou des choses comme ça. Bon, voilà. Mais c'est pour ça que j'envie les gens qui sont aussi suisses. Et du coup, j'ai intérêt à l'acheter. Oui. En France, Suisse. Comment? Où? En Suisse. Ah ça change rien, c'est le pays de résidence fiscale qui va compter. Ouais. C'est ce qui va changer, c'est de faire. En plus, c'est à vous de faire vos plus-values, c'est-à-dire si vous avez acheté un peu de Bitcoin en 2015, en 2017, en 2020, machin, c'est à vous de faire le prix moyen pondéré, de regarder la valeur et tout. Voilà. Ça c'est un autre débat. Après, il y a des cessions qui sont parce que exonérées la d'impôt cession, en c'est pas donation. immobilier, donc ils peuvent me céder ça comme on cède un compte en banque à des. Bah, je veux dire, la C'est succession- capé les donations. Pardon. C'est capé les donations avant qu'il y ait des taxes. Il y a une limite. Non, mais en Suisse. Ah, en Suisse, faites ce que vous voulez en Suisse. Le droit successoral suisse n'a rien à voir avec. Ah, ça. Ah, rien à voir. Honnêtement, si la question est d'avoir un conseil fiscal, je ne suis pas fiscaliste. En revanche, j'ai l'intuition que la fiscalité suisse est moins punitive. Mais ce n'est qu'une intuition. Mais par conséquent, à quel endroit, ou plutôt auprès de quelle entreprise, acheter du Bitcoin sans être de manière anonyme? Alors ça, malheureusement, étant en plus enregistré, je ne vais pas pouvoir vous faire de recommandations là-dessus. Mais si vous voulez le faire de façon tout à fait légale, vous pouvez aller sur Bitstack. Oui, sauf qu'il faut déclarer plein de trucs. Tout à fait. Et si on... Ah, mais je ne peux pas vous recommander l'inverse. Quels sont les événements qui font que le Bitcoin peut perdre la valeur? Alors, je vais terminer, comme ça me permettra de revenir sur le prix. Il est midi et demi, donc effectivement... Donc je termine au moins sur les ordres de grandeur des chiffres, parce que c'est aussi, souvent beaucoup de gens pensent que c'est encore un peu marginal ce Bitcoin. Donc quelques chiffres pour mettre dans votre tête. 600 millions d'utilisateurs dans le monde à peu près, de gens qui détiennent des cryptos, alors c'est peut-être même un peu plus maintenant. 2300 milliards de capitalisation de marché, ça c'est en plus quand c'était avant la montée récente, donc on est plutôt à 2500 ou 2600 aujourd'hui, ce qui en fait globalement dans le top 8, top 7 des actifs les plus valorisés de la planète. Donc au-dessus vous avez globalement 2-3 GAFAM, l'or et c'est tout. Oui, il y a l'or, il y a Apple. L'or est l'actif le plus valorisé de la planète, ça vaut quelque chose comme 14 000 milliards. C'est ça, hein, bref. En dessous vous avez quelques entreprises qui sont plus capitalisées et ensuite vous avez le Bitcoin. 50 milliards c'est le volume de transactions quotidiens sur le système de paiement Bitcoin. Donc tous les jours, sur le système, le réseau Bitcoin s'échange l'équivalent de 50 milliards de dollars. 150 milliards, ça c'est les actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis, donc qui ont été lancés l'an dernier. Donc ça c'est les produits indiciels, donc c'est les BlackRock & Co. Ils ont commencé à dire tiens mais il y a de la demande, donc on va peut-être lancer une forme d'enveloppe dans lequel on va mettre un Bitcoin et qui sera facilement accessible aux Américains. Pour vous dire le volume cumulé, donc c'est 1100 milliards depuis janvier 2024, et c'est surtout, je vous ai mis le graphique à droite, c'est de très très loin le lancement de produits financiers aux États-Unis le plus performant, mais de très très loin. Donc l'ETF Bitcoin de BlackRock, il a atteint 80 milliards d'actifs sous gestion en 1 an. Le précédent record, c'était 5 ans. Donc c'est de très très loin. Et je vais vous dire un truc en plus, c'est qu'aujourd'hui BlackRock, qui est donc la plus gros gestionnaire d'actifs de la planète, son produit le plus rentable, c'est l'ETF Bitcoin. Le plus rentable partout sur la planète. Hein. C'est vraiment son produit le plus rentable sur lequel il fait plus d'argent, annualisé bien sûr, c'est l'ETF Bitcoin. Donc ça peut être un ETF, puisque c'est un seul produit. Ça c'est qu'en Europe que c'est interdit. Aux États-Unis on peut faire des ETF sur un seul actif. Ah ok, d'accord. Mais en Europe on n'a pas le droit, effectivement, parce que c'est pour votre bien. Et c'est un vrai Bitcoin, parce que j'ai ouï dire une fois qu'ils avaient prévu de mettre un Bitcoin qui serait un Bitcoin, qui serait leur Bitcoin quelque part. Alors, après je ne suis pas dans les petits papiers de BlackRock, mais normalement ils sont censés, dès que tu fais un achat de l'ETF, ils sont censés le backer avec un achat de vrai Bitcoin derrière. Ouais. C'est pas un truc fractionnaire, c'est pas un truc avec des intérêts où ils vont le prêter machin, c'est tu gardes. L'intérêt d'acheter l'ETF, c'est des intérêts fiscaux parce que du coup tu tombes dans un cadre qui est celui de l'ETF, donc qui est plus favorable, et c'est aussi le fait que tu t'embêtes pas, quoi, parce que c'est eux qui le stockent pour toi, il n'y a pas la gestion des clés, il y a rien. Voilà, mais c'est ça les intérêts. En France, il y avait avant ça des ETP, des ETN qui sont des équivalents là-dessus, mais qui n'ont pas été commercialisés, c'est-à-dire que les banques ont dit non ça pue le Bitcoin, donc je ne veux pas le distribuer. Aujourd'hui, maintenant, Bourso permet de le faire, Bourso Bank. Je crois que tu as les ETF BlackRock qui sont disponibles sur Bourso Bank. Et d'ailleurs, le directeur de Bourso First, qui est la partie banque privée, disait qu'ils avaient eu un succès exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ont acquis autant de clients sur le S1 2025 que sur tout 2024, sachant qu'ils ont lancé leur machin ETF en janvier et février de cette année, et que plus de la moitié de ces nouveaux clients sont allés sur l'ETF Bitcoin. Donc il y a une demande assez exceptionnelle pour ce truc-là.
Donc je termine. Donc il y a un pays qui en a fait sa monnaie officielle, c'est plus le cas maintenant, puisque le FMI leur a tordu le bras, donc ils ont enlevé la monnaie officielle Bitcoin. Donc ils peuvent toujours s'en servir, mais c'est juste qu'il n'y a plus de cours légal forcé. Oui. Donc les commerçants n'ont plus l'obligation de l'accepter, de toute façon ils ne le faisaient pas. Mais voilà, officiellement, ce n'est plus la monnaie légale du Salvador. Et donc les volumes sur la bourse, donc là c'est pas sur le système d'échange, c'est les volumes intraday dans la bourse, c'est 25 milliards à peu près. Donc ça c'est la conclusion entre guillemets de la proposition de valeur, c'est que Bitcoin c'est le retour d'une monnaie marchandise qui ne repose pas sur la confiance dans des intermédiaires et qui permet la détention en propre plutôt que le crédit. Donc la façon de le voir, c'est ce que j'ai mis en dessous, c'est d'une certaine façon au secteur financier ce qu'Internet a été pour les télécommunications. Alors je pense que j'ai d'autres trucs, après c'est les annexes, mais il y a plein d'enjeux, qui soient ESG, géopolitique, etc., dans lesquels on peut parler d'ailleurs dans les questions. Bon, j'ai moult annexes si jamais ça vous intéresse. Mais les courbes qui étaient sur la slide précédente, voilà, c'était les courbes de je comprends rien. C'est, en gros, c'est j'arrive pas à voir, j'ai pas chaque couleur, c'est le lancement d'un produit financier différent. Donc ça c'est celui de BlackRock, l'ETF BlackRock. Ça c'est celui de Vanguard, je crois. Enfin bref, après c'est d'autres produits financiers. Et en gros, en ordonnée, c'est les actifs sous gestion qui sont dans ce produit financier. Donc 0, 10, 20, 30 milliards de dollars. Et sur la droite, c'est combien de temps après le lancement de ce produit. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'ETF BlackRock, il a mis 374 jours pour atteindre 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Les autres, ils ont mis quelque chose comme 1814 jours pour atteindre les 80 milliards. Donc à la fin, aujourd'hui, comme ils ont été lancés il y a plus de temps, en fait, ils sont tous à peu près dans ces eaux-là. C'est juste que eux, ça leur a pris 5 ans de collecter 80 milliards, que Bitcoin, ça lui a pris 1 an. Voilà. Oui. Ouais, tu as fini là Oh, j'ai plein d'années, je peux parler de plein de trucs, je peux parler pendant 2 heures, mais je pense que Nathalie va m'assassiner. Je regarde si j'ai des trucs dont je peux vous parler précisément. Je voulais quand même juste un truc à te dire ou à te demander. Oui. Parce que tu as parlé d'un inconvénient, là, tu nous as dit tous les effets favorables, oui. Et tu as présenté tout à l'heure qu'il y a un inconvénient, c'est le fait que les transactions sont traçables, donc se retrouver... J'ai aussi parlé du fait qu'il fallait prendre la responsabilité de la conservation de ces clés. Voilà. Mais globalement, c'est les inconvénients et les avantages qui viennent avec la liberté. Voilà. Mais donc, en tout cas, c'est traçable alors que ça ne l'est pas, par exemple, pour le cash. Avec le cash ou ce genre de choses. Ça, c'est un inconvénient. Mais il y a un autre paramètre qui me paraît quand même très très important, je ne sais pas si on peut parler d'inconvénient, mais qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand on achète un Bitcoin, c'est que imaginons qu'aujourd'hui j'achète des parts d'une entreprise, des actions d'une entreprise, d'accord? Si les gens qui détiennent d'autres actions de cette entreprise, pour une raison X ou Y, ont besoin de les vendre parce qu'ils sont dans la merde, etc., sa valeur va baisser. Oui. D'accord? Mais l'entreprise, elle continue à rendre un service, elle produit des voitures, elle produit quelque chose, etc. Et elle gagne de l'argent ou elle en perd, mais elle a une valeur qui vient aussi, comme elle rend entre guillemets un vrai service, un service matériel, sa valeur n'est pas que liée, ou elle pourra la retrouver. Elle a une valeur intrinsèque. Qui est liée au bien matériel qu'elle vend, le fait qu'elle rend un service concret, etc. Aujourd'hui, si peut-être que c'est une hypothèse totalement invraisemblable, j'en sais rien, mais pour une raison X ou Y, imaginons que les gens qui pour l'instant sont vraiment plutôt demandeurs de Bitcoin, parce qu'on voit que le cours il est sur le long terme, il augmente vachement. Pour une raison X ou Y veulent vraiment vendre, il y a une espèce de panique ou je sais pas quoi, tout le monde vend. Là, le cours s'écroule et il s'écroule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière, dans une action, tu as les outils, tu as le bâtiment, etc., que tu peux, qui est plus ou moins convertible évidemment, tu peux récupérer quelque chose. Là, tu récupères rien, parce que c'est, entre guillemets, du vent. Non, mais c'est comme si, tu as vu ce que c'est, la météorite qui aurait de l'or. Oui. Mais ça peut pas arriver dans Bitcoin. Mais oui. L'or, c'est pour ça que quand tu dis... Si, l'or est un bon exemple. Non, mais l'or a d'autres usages que... Marginaux. Marginaux. Moins de 5%. C'est moins de 5%. L'or, c'est une prime monétaire à 95%. C'est dans sa nature de pouvoir rendre d'autres services. Ah, c'est plus? Ah oui. Ok, d'accord. Non, par contre, il stagne. Elle baisse sa demande. C'est pour ça d'ailleurs que Vous moi, avez déjà parlé. c'est la chinoiserie, mais je trouve que le Bitcoin, c'est pas une monnaie marchandise. C'est pas une marchandise, parce qu'elle ne peut pas, comme c'est entre
entre guillemets du vent. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un produit génial, etc. Je n'ai pas de jugement de valeur là-dedans. Mais voilà, moi je ne parlerai pas de monnaie marchandise, et surtout sa valeur dépend entièrement du comportement des autres. Du marché. Voilà. Ce qui normalement fait pas trop peur à un libéral. Le nombre de fois où des gens étaient ruinés, C'est pas une question de peur. c'est une question de prudence. De confiance, je suis d'accord. C'est une question de prudence. C'est-à-dire que il faut comprendre sur quoi repose sa valeur. Là, il y a plein de thèmes qui ont été abordés. Il y en a un qui nous a fait nous regarder avec Nathalie, qui est celui de valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque en soi est une notion parfaitement contestable. Si ça fait 3 heures que vous buvez 4 litres d'eau et qu'on vous force à en boire un autre verre, vous allez vouloir payer pour ne pas le boire. Si je vous file de l'eau dans le désert, vous allez vouloir payer pour la boire. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'était que derrière cette proposition, il y avait quand même en latent l'entreprise, elle a une valeur intrinsèque, l'or, il a une valeur intrinsèque parce qu'on peut en faire des trucs. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une valeur intrinsèque, le réseau il peut être utilisé à transférer autre chose. Moi, je reprendrai pas. Non, le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque parce que rien n'en a de valeur intrinsèque. L'être humain, son génie, etc. Toi, tu as une valeur intrinsèque. Qu'on n'a pas besoin de prouver. La voiture, elle a un service. Mais la valeur est une voiture, si tu es en train de crever la dalle et au milieu du Sahara, elle te sert à rien. Une voiture, si tu n'as pas de pétrole, elle sert à rien. Et elle vaut rien. Elle vaut rien. La valeur intrinsèque, c'est la valeur non monétaire. Ça, voilà, mais ça, c'est déjà plus juste. C'est du vent. La valeur Bon, mettons-nous d'accord sur le terme de Nathalie qui est plus juste. C'est la valeur non monétaire. Voilà, exactement. La définition de la valeur intrinsèque dans le champ monétaire, c'est la valeur non monétaire de ce qui est utilisé comme monnaie. C'est la valeur alternative d'usage. Dans le cas de... Si, justement. Enfin, en tout cas, certains disent qu'il y a une langue. Moi, je pense oui. Toi, tu penses pas, mais d'autres... Si, au sens non monétaire, oui, si. Donc, effectivement, l'or en avait une, puisque c'était une valeur... Enfin, on a toujours une, puisqu'il y a une valeur industrielle. Et le Bitcoin en a aussi une, puisque c'est un réseau de paiement. Il peut transporter autre chose, il peut faire d'autres choses. Voilà, il y a pas de c'est une architecture. Ce sont des ordinateurs décentralisés qui timestamp. Donc ça a une autre utilité que uniquement la fonction monétaire. Est-ce que ça a déjà servi à autre chose que... Ça sert par exemple de preuve d'ancrage dans le droit. Si tu veux avoir une garantie type enveloppe solo mais version 100 fois mieux, tu utilises Bitcoin. Moi je donc ça a d'autres usages. Le Bitcoin a une valeur intrinsèque justement. Non monétaire. Beaucoup ne comprennent pas. Derrière Bitcoin, il y a, j'irais un cran au-dessus, c'est-à-dire que moins une monnaie a d'usage autre, mieux c'est. Oui. Parce que justement, sinon son usage monétaire est en concurrence avec d'autres gens. Oui. Donc quand toi tu utilises l'or à 99% pour son usage monétaire, c'est-à-dire 1, dormir dans des coffres, super, 2, servir de trucs jolis, et puis, dans le tas, il y a des gens, ils sont en mode, mais c'est chiant parce que moi j'en ai besoin pour mon industrie et vous me multipliez le prix par 28 juste pour que moi, alors que moi j'en ai besoin dans mon processus industriel. Bah en fait, quand tu utilises Bitcoin, tu es en concurrence avec personne sur des usages entre guillemets non monétaires, sauf effectivement la partie collection, la partie timestamp, la partie machin. Mais en tout cas, plus tu réduis cette partie non monétaire, mieux c'est. Parce que du coup, tu sais que l'intégralité de ta valeur, c'est la prime monétaire. Deuxième chose, c'est qu'en étant cette meilleure réserve de valeur, je vais aller voler, entre guillemets, la prime monétaire qui est allée se loger sur les autres actifs. Donc, typiquement, expérience de pensée que j'essaye de développer dans un livre que Nathalie doit me relire encore, n'est-ce pas c'est que le jour où tu passes sur un système Bitcoin, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, mais c'est pas comme si j'avais pas. Il a déjà relu. Ça fait 3 ans que j'attends une réponse d'un mail. Sois patient. Oui, c'est vrai. Ça va pas dire, ça va pas dire. Je vais la dédouaner, elle a déjà fait une relecture. J'ai déjà relu. Hein. Oui, mais là c'était plus spécifique. Le jour où tu as, supposons que demain Bitcoin est système monétaire mondial, tu vas avoir l'immobilier qui s'effondre, parce que toute la prime monétaire qui est allée se loger dedans, elle s'en va. Tu vas avoir tous les Magnificent Seven, le Nasdaq, le machin, tout le monde va se barrer parce que en fait c'est plus efficient de préserver sa valeur. Je le fais en version caricaturale, ce sera pas du jour au lendemain. Ce sera pas du jour au lendemain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie substantielle de la valeur des autres actifs qui ne dépend. Enfin, aujourd'hui, quand tu achètes un GAFAM, tu n'achètes pas la boîte qui a des usines à Taïwan pour produire un iPhone. Tu achètes le fait que tu sais pas quoi faire de ton argent. C'est ça que tu achètes. Et donc le jour où on te dit en fait j'ai un véhicule monétaire qui le fait mieux, mais en fait Apple perd sa valeur. Parce que la prime monétaire d'Apple aujourd'hui, je ne saurais pas la quantifier, mais c'est au moins quelque chose comme 30 ou 40% de la valeur de l'action. Donc non, quand les gens ils achètent Apple, ils n'achètent pas l'usine de Apple,
Non, mais les gens, ils vont pour... Les gens, ils y vont. C'est comme l'immobilier. Les gens, ils n'achètent plus pour acheter dedans. Non, mais l'immobilier, il est occupé, hein, je te rassure tout de suite. Le taux de vacances à Paris, il a explosé. Oui, mais ça, c'est autre chose, parce que tu es à Paris. Mais ah, de bah non, façon générale, parce que c'est rare. Plus tu es dans une zone d'immobilier rare, plus la vacance est élevée. Non. Si. Non, bah, Et en Chine, bon, c'est un autre débat, mais en Chine, il y a tellement d'argent que le taux de San vacances... Francisco, il n'y a pas de taux de vacances. Hein. Pour l'immobilier, il y a la réglementation aussi. Oui, il y a plein de choses qui expliquent. Il y a l'encadrement des loyers, etc. Je dis pas que j'ai jamais dit que c'était le seul facteur, mais en revanche, il y a une trend systémique derrière. Il y a trop de vieux et trop qui est que tu as... Il y a le thème. Moi, j'ai des discussions avec Yorick en permanence. Et la paix. C'est que c'est intellectuellement assez génial, mais j'en vois, à part le fait que ça permet d'éviter tous les produits inflationnistes et la fiat monnaie, je trouve pas ça. Mais moi je trouve ça génial comme phrase. C'est-à-dire, à part corriger le thermomètre de l'économie, ça ne sert à rien. Tu veux que ça résolve la faim dans le monde? Enfin, non, parce que d'abord il y a d'autres placements qui sont. C'est pas une question de placement, c'est une question de je corrige le. Si l'exemple que je prends et que je demande à Nathalie de relire depuis. C'est pas une bonne expression. D'abord, tu as dit quelque chose qui n'est pas exact tout à l'heure. La monnaie, ne mesure pas la valeur. La monnaie n'est pas mesure le prix. Mesure. Ah bah si. Non, c'est pas une mesure. Ah bah tu mesures tout avec. C'est pas une mesure. Pourquoi c'est pas une mesure? Relis l'action humaine de Mises, tu verras, il explique très bien. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'action humaine, tu n'as aucun étalon. Il n'y a rien de fixe. Mais c'est l'étalon du marché. Comment? Le système de prix est le meilleur système d'information pour les agents économiques et le prix est la meilleure information disponible pour les agents économiques. Bah bien sûr que si. Non mais c'est pas un étalon de mesure absolu, c'est un étalon de mesure relatif. Oui, voilà. Oui, mais c'est comme le taux de pauvreté. C'est pas un étalon de mesure. Ah bah si, pour les agents. Tu connais des agents économiques qui mesurent pas en prix? Non, c'est pas une mesure, c'est un taux d'échange, c'est pas une mesure. Mais toi, quand tu fais tes calculs subjectifs dans ta vie de faire des hiérarchies de priorité, tu vas réfléchir en fonction de ce que ça te coûte. Et la meilleure information, je dis pas que c'est la meilleure dans l'absolu, mais la meilleure disponible sur le marché, c'est le prix. Mais ça ne mesure pas la valeur. Le prix ne mesure pas la valeur. C'est la meilleure information disponible pour les agents économiques. C'est la meilleure. L'objectivisation de la Oui, mais là, on rentre dans le débat sur le sexe des anges. C'est-à-dire qu'en tant qu'agent économique, toi, ta seule information disponible et la meilleure, c'est le prix. Donc ensuite, toi, tu peux dire j'ai des préférences individuelles. Non. Le prix, c'est une information passée. Le prix, oui. tu peux dire que le sandwich s'est vendu hier 1 €. Ça te donne. Et le prix d'une action, c'est pas une information passée, c'est ce que les gens anticipent comme retour futur. Non, le prix auquel elle s'est vendue, un prix, tu as deux choses. Tu as l'étiquette. L'étiquette, c'est-à-dire le prix auquel je voudrais vendre, et tu as le taux d'échange, c'est-à-dire le dernier échange. L'échange s'est fait. Et ça, c'est une information passée, ça n'est pas une mesure. C'est une information passée au sens où elle a eu lieu dans le passé, mais toi, elle te donne des informations sur le futur. Oui, si une action Apple se vend à 100 balles, ah bah si. Ah non, mais l'information est biaisée. Ça, c'est oui. Elle me donne effectivement une certaine information qui n'est pas une mesure, contrairement aux lois de la nature. Mais c'est pour ça que je dis c'est un débat sur le sexe des anges, c'est que personne n'a revendiqué que le mètre, le litre était l'équivalent du prix. Personne ne le dit, parce que le prix fluctue, etc. Ce que je dis, c'est que c'est la meilleure disponible d'information. Et que tous les agents économiques font leur choix en fonction. C'est tout. Donc effectivement, à partir du moment où ce thermomètre que chacun utilise de façon différente sur l'économie, il est cassé, tout le monde a des choix qui sont biaisés. Il est cassé parce que si, il est cassé. S'il était cassé, il n'y aurait pas l'économie de marché, on ne pourrait pas calculer. C'est l'hyperinflation, il est cassé là. Là, tu ne peux plus rien mesurer. Voilà, dans le cas de l'hyperinflation, il est complètement cassé. Dans le cas de l'inflation, il est biaisé. Il oriente tes comportements. Avec une brouette de billets, là, effectivement, tu peux dire qu'il est cassé. Il est biaisé et il oriente tes comportements. Voilà, il prend du mal investi. Oui. De toute façon, tu mesures ce qui varie et ce qui ne varie pas. C'est pour ça que tu prends le mètre de mesure. En l'occurrence, tu mesures avec c'est pareil, c'est une mesure relative. Avec ce qui varie peu. Parce que tu n'as rien qui, en termes de valeur, ne varie pas. Oui. Donc tu es obligé de prendre ce qui varie peu. Et ce qui varie peu, en l'occurrence, c'est l'or ou le bitcoin. Normalement. Voilà, normalement. Il varie énormément le bitcoin. La valeur du bitcoin. Tendanciellement à la baisse. Tendanciellement, il a beaucoup baissé. Tendanciellement, c'est à la baisse. La volatilité a beaucoup baissé. Aujourd'hui, le bitcoin est moins volatile que le marché américain, par exemple. Non, il a beaucoup mais baissé. c'est sûr qu'il y a 10 ans, oui. Mais en même temps,
comme n'importe quel prix d'ailleurs, c'est un marché naissant. C'est un marché naissant, donc forcément il y a de l'exubérance, etc. Mais aujourd'hui, globalement, c'est une phrase qui est beaucoup répétée par les bitcoiners, à laquelle j'adhère qu'à moitié, mais qui est chacun achète du bitcoin au prix où il mérite. Parce que effectivement, si tu achètes du bitcoin, t'attends qu'il soit à 500 000 balles, il sera moins volatile à 500 000 balles, mais il sera à 500 000 balles. Mais ceux qui l'ont acheté à 200, ils étaient prêts à tolérer du moins 80% la semaine d'après. Qu'est-ce qui fait que le cours du Bitcoin peut shooter? Les informations disponibles sur le marché. Alors déjà, dans un marché où l'offre ne répond pas à la demande... C'est pas élastique, ça c'est le seul bien qui est inélastique. On appelle ça, c'est pas le seul, hein, c'est les toiles des grands maîtres, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Donc dès lors où tu as une offre qui ne répond pas à la demande, en fait, on dit que le prix est drivé par la demande. Ouais. Donc si la demande est haute, voilà. Et dans un marché naissant, la demande elle est haute, elle est basse, elle est haute, elle est basse. Un marché naissant, c'est un marché naissant, quoi. Je veux dire, tu peux pas marché naissant, il y a peu d'acteurs, pas de récurrence de demande. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à l'élasticité, c'est que c'est même mieux que l'or. C'est-à-dire que l'or, si jamais le prix de l'or monte, tu es incité à aller miner plus profond. Le bitcoin, si le prix monte, tu vas pas générer plus de bitcoin. Tu auras plus de mineurs. Si l'or vaut 4000 balles, le mineur, il est incité à ouvrir un nouveau chantier pour aller chercher de l'or. Si le bitcoin vaut plus, tu ne changes rien. Tu as plus de mineurs, mais il y a une beauté dans le... Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle le mineur de Bitcoin? C'est quelqu'un qui sort une machine pour faire des calculs toute la journée et qui est rémunéré par le réseau. Qui sécurise le réseau, en fait. Il remplace le système bancaire, le mineur, en fait. Il remplace la sécurisation de la transaction. Le mineur, ce qu'il fait, c'est qu'il garantit un consensus. Donc il y a les courtiers, par exemple. Ça, c'est autre chose. Il est hors du système Bitcoin. Le mineur, il est dans le système, il est crucial parce que c'est lui qui vient garantir le consensus en permanence. C'est-à-dire que dans le système financier traditionnel, je peux savoir que j'ai bien 1000 € sur mon compte parce que je fais confiance dans la banque. Voilà. Dans le système Bitcoin, il n'y a pas de banque. Donc il faut trouver une autre façon de faire confiance sur les balances de tout le monde. En l'occurrence, cette façon qui a été trouvée, c'est le processus du minage. Et pour la faire très très courte, ça ressemble à une question pour un champion géant. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, il y a une question qui est posée au réseau, qui est une question mathématique. Pas tant que ça, mais qui est f de x supérieur à b, trouvez-moi x tel que ça fonctionne. Et les mineurs, ils font quoi? Ils essayent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à trouver un chiffre pour lequel ça valide la condition. Lorsqu'ils ont trouvé ce chiffre, ils sont en capacité de faire quelque chose que personne n'avait trouvé avant, c'est-à-dire de prouver de façon universelle et organique une chose vraie. C'est-à-dire que cette équation est vraie, que c'est moi qui l'ai trouvée en premier. Et tout le monde peut le vérifier. Il suffit de mettre le x que je te donne, tu vérifies, ça marche. Donc, si en trouvant ça, je viens de créer un consensus universel sans tiers de confiance. Et donc ça, c'est le processus qui a toutes les 10 minutes pour garantir que tout le monde est sur la même vérité. C'est pas que toi, tu as 1000 € et moi j'ai 1000 et en fait, l'ordinateur d'à côté, il considère que tu as 100 000 et que moi j'ai 500. Non, c'est tout le monde doit être sur la même page. Et il faut 10 minutes pour que ça s'obtienne, j'ai bien compris, sinon c'est pas synchrone. Exactement, il faut que ce soit synchrone parce que... il faut 10 minutes pour que ce soit synchrone. Voilà, si c'était trop en temps réel, tu aurais trop de risques que moi je suis sur la page 108 et toi c'est sur la page 109, donc en fait on n'est pas d'accord. Donc c'est toutes les 10 minutes et l'algorithme il a une beauté qui est que plus il y a de mineurs, plus il augmente la difficulté du calcul. Ce qui fait qu'en fait son objectif tout le temps c'est 10 minutes. Il est génial. Et c'est quoi leur intérêt aux mineurs parce que ça leur coûte ils gagnent la création monétaire. En fait la fameuse création monétaire qui est de 50 toutes les 10 minutes divisé par 2 tous les 4 ans. En 2140 ils gagnent encore les frais de transaction. Il reste les frais de transaction. Est-ce que ça continuera à être rentable pour eux de faire ça? Ça, j'en sais rien, c'est dans son 20 ans, mais aujourd'hui, la part frais de transaction, tendanciellement, elle augmente dans la rémunération des mineurs. Donc, on peut penser que au fur et à mesure des années, aujourd'hui, c'est une forme de subvention au réseau, c'est-à-dire qu'au début, tes mineurs, 100% de ta rémunération, c'est la création monétaire, et aujourd'hui, c'est quelque chose comme 75%. Le reste, c'est des frais de transaction. Donc peut-être que dans 30 ans, ce sera plus que 30%. Les frais de transaction, qui paye en fait? L'émetteur, l'utilisateur. Si moi je fais une transaction, je dois adjoindre un frais de transaction pour qu'il soit inclus dans le réseau. Qui sera non, le frais de transaction, il dépend pas du montant, il dépend de la saturation du réseau. C'est-à-dire que en gros, si j'envoie 1 million d'euros, mais que je l'envoie quand les Chinois dorment, ça me coûte quasiment rien. Si j'envoie 1 euro, mais que c'est quand tous les Chinois sont réveillés, ça va me coûter très cher. Donc ça sert à rien. Donc c'est pas une variable du montant. Et Mara Holding, qu'est-ce que je me lance sur un autre sujet? Oui, eh bien Mara Holding.
Tu connais? Oui, je non, qu'est-ce que elle c'est? a C'est pas un mineur, hein? Si, c'est un mineur. C'est un mineur. C'est une entreprise de minage américaine qui s'appelle Mara, D'accord. qui originellement faisait pas ça comme métier, ils faisaient ce qu'on appelle du troll patenting, donc en gros ils prenaient des brevets qui venaient de tomber et ensuite ils allaient poursuivre en justice tous ceux qui les utilisaient. Ah oui? Ah oui, c'était un super business. Donc voilà. Et maintenant ils font du minage. Donc, Ils font du minage, d'accord. Donc en gros ils ont des machines de calcul et ils les branchent au réseau électrique et quand le prix de l'électricité est suffisamment faible, ils minent et ils gagnent du bitcoin et quand c'est trop élevé ils coupent les machines. Donc là, là on en a parlé dans l'actualité parce qu'ils vont racheter une filiale d'EDF pour faire du minage en France. D'accord. Et Riot alors Ouais, la réputation de la boîte, disons qu'il faut la creuser, oui, elle n'est pas tout à fait Mais là, c'est clean. pas grave pour EDF. Ah non, là ça va, tout va bien. Tant que c'est pas français. Quelle comparaison vous faites entre Monero et Bitcoin? Monero, c'est la version cypherpunk, c'est-à-dire que c'est vraiment anonyme, c'est pas pseudonyme. Donc l'Europe considère que globalement tu es un terroriste. Ouais. Et c'est à peine exagéré, c'est-à-dire que Monero est quasiment explicitement interdit. Moi par exemple, en tant que Bitstack, si j'avais envie de rajouter Monero, j'aurais pas le droit. Non, il serait licencié sur le champ. Exactement. Donc c'est mieux au sens de la privacy, mais c'est moins bien au sens où je disais Bitcoin est non reproductible, c'est-à-dire que Monero a beau être mieux sur la privacy, il n'a pas l'effet de réseau avec lui. Donc si tu veux payer en Monero quelque part, bon courage. Là vraiment, vraiment bon courage pour le coup. Est-ce qu'une IA pourrait prendre contrôle du réseau? Non. En fait, ce qui donne le contrôle, le réseau est suffisamment décentralisé et il y a une belle théorie des jeux, c'est-à-dire qu'à tout moment, il est plus intéressant économiquement pour toi de jouer by the rules. C'est ce qui fait la beauté du truc, c'est-à-dire que si tu es mineur Bitcoin et que tu arrives avec une quantité de calcul phénoménale et que tu dis je vais attaquer le réseau, en fait au moment où tu te dis ça, économiquement c'est plus intéressant pour toi de contribuer à sa sécurité. C'est ça qui c'est hyper intéressant la façon dont c'est compliqué. Si un jour il était plus rentable de miner, le système s'écroule. Pas du tout. Le système va du coup réajuster la difficulté du calcul à la baisse, ce qui fait que certains mineurs font faillite et les autres qui restent, c'est beaucoup moins dur de miner. Donc leur équation économique s'améliore. Oui, c'était intéressant quand il y a eu des crashs ou l'interdiction en Chine. En fait, tu avais quelque chose comme 30% du minage qui avait lieu en Chine. Ils ont interdit le minage. Donc la puissance de calcul s'est effondrée de quelque chose comme 30 ou 40% en l'espace de 1 mois. Les mineurs, ils ont tous déménagé, etc. Il y en a certains qui ont fait faillite, machin. Mais ensuite, le réseau a repris sa marche en avant. C'était au niveau d'avril, en fait. Coinbase, c'est une entreprise. Oui, et qu'est-ce qu'ils font C'est une place de marché, c'est comme Euronext, mais version Bitcoin. Version Bitcoin, d'accord. Donc en fait, vous faites des virements sur Coinbase, et après vous avez un compte Coinbase qui est alimenté pour faire du trading sur le marché. D'accord, ok. Bon, écoutez, mais c'est des choses différentes. Moi, je n'ai pas de Bitcoin, je ne connaissais pas, pas encore. En fait, il faut le distinguer. Mais ce qui me séduit en tant que libéral, j'ai amené des livres pour ce qui me séduit en tant que libéral, c'est qu'effectivement, je commence à être de plus en plus en colère de voir les banques centrales qui créent de la monnaie continuellement pour sauver des régimes politiques qui, comme en France. Donc, effectivement, je suis tenté par acheter des bitcoins pour retrouver une liberté économique beaucoup plus claire et beaucoup plus, disons, où la l'égalité de la concurrence redevient une réalité. Voilà. Normalement, ça parle aux libéraux en général, Bitcoin, alors sauf en France où ça a mis plus de temps, parce que, pour plein de raisons. Même les libéraux plutôt économiques, ça leur parle parce qu'il y a le côté concurrence des monnaies, dénationalisation de la monnaie, propriété privée, etc. Mais en fait, normalement, ça devrait aussi parler aux libéraux de gauche parce que la version la plus rapide de parler de Bitcoin, c'est Occupy Wall Street qui fonctionne. Et en France, c'est pas ça. Alors en France, c'est jusqu'à très récemment, non, c'est le même sujet que sur la GPA, etc. C'est que tout le monde y est hostile. Non. Alors, mais ça a changé récemment. Je corrige, visiblement, Kevin me disait que dans ces groupes d'étudiants, plutôt à gauche, il y a des intéressés. C'est-à-dire que tu as quand même des jeunes, il y a des jeunes étudiants, voilà, il y a des jeunes étudiants de gauche, étudiants. Je précise que quel que soit le pays, la variable discriminante numéro 1 qui détermine la détention de Bitcoin, c'est l'âge. Mais de très très loin. Donc moi j'aimerais bien rester jeune. C'est ce que je
de dire à mes élèves d'écouter plutôt que de la crème anti-âge, j'ai décidé en fait de m'intéresser au Bitcoin. Alors par contre, il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience avec le fait qu'un État comme El Salvador... Oui. Parce que là, il y a aussi, parce que ce que tu dis c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe? El Salvador, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, quand il y a Bukele qui dit, bon, maintenant c'est le Bitcoin, mais là, si l'État se mêle et que l'État décide que le Bitcoin... C'est pas contre la philosophie. Alors, comment ça se passe? Il y a une phrase qui résume bien cette philosophie chez les Bitcoiners, c'est que Bitcoin is for the enemies. C'est-à-dire que le Bitcoin est pour les ennemis. Oui. C'est-à-dire la preuve que c'est neutre, c'est que tes ennemis peuvent s'en servir. Exactement. Et donc le fait qu'un État dise bah moi j'en fais mon cours légal, bah ok, voilà, très bien, c'est bien la preuve que même si les Bitcoiners n'aiment pas l'État, bah ils peuvent pas empêcher un État d'y aller. Et pourquoi El Salvador abandonne Bitcoin? Parce que le FMI lui a tordu le bras. Mais il n'y a pas d'autre raison. Et c'est assez scandaleux parce que c'est la première fois dans l'histoire du FMI que le FMI force un État à abandonner sa monnaie. Oui, par contre, non. Ce qui est quand même aussi intéressant dans l'histoire du FMI, c'est qu'ils ont menacé, quand ils ont adopté, quand Bukele il a fait exprès de dire moi je vais faire le Bitcoin monnaie légale, ils voulaient les rayer de la carte. Ils ne voulaient plus leur prêter de l'argent, ils ne voulaient plus rien faire. Ils leur ont dit ouais, ça vous aidera en rien à rembourser. Ils ont remboursé, personne n'en a parlé. Il y a un de mes étudiants qui l'a mentionné en disant vous savez, ils ont vraiment remboursé. Et là, du coup, ils s'en sont servis comme monnaie d'échange. Donc c'est rigolo de voir qu'en fait, de vouloir blacklister le Salvador, ils ont finalement utilisé ça. Donc finalement, ça n'a pas été si mal que ça, puisqu'ils l'ont utilisé comme monnaie d'échange pour qu'ils enlèvent le cours légal. Le FMI est quand même, il faut le rappeler, aussi une institution de Bretton Woods. Donc non, tu crois Bretton Woods, c'est la conférence qu'il y a eu en 1944 qui a institué le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Donc, non, en 71, c'est resté le cas, c'est juste qu'il n'y avait plus d'or derrière le dollar. Oui. Mais de facto, comme il n'y avait pas d'alternative, les gens sont restés sur le dollar. Mais en 1944, on a institué un système dans lequel, en gros, 35 $ égale une once d'or. Sachant que 20 ans avant c'était 20, mais bon, voilà. Et toutes les monnaies sont convertibles en dollars, puis en or. Mais donc le dollar devient le pivot du système monétaire international. Au moment où il y a eu cet accord de Bretton Woods, il y a aussi deux institutions qui sont nées, c'est la Banque mondiale et le FMI. Exactement. Et donc c'est aussi un moyen d'influence des Américains qui ont accessoirement un pouvoir de veto globalement dans ces deux institutions, de diffuser le dollar. C'est-à-dire que le FMI et la Banque mondiale sont des armes du dollar. Si je fais un prêt au Ghana ou au Sri Lanka, il est en dollars ce prêt. Et le Sri Lanka, il doit rembourser en dollars, il ne doit pas rembourser dans sa monnaie. Donc ce que ça conduit à avoir comme sujet macro qui est assez pas terrible, qui ressemble à du néocolonialisme, c'est que globalement, tu files des dollars au Bangladesh, le Bangladesh doit rembourser en dollars, mais lui n'a pas la Fédérale Réserve pour créer des dollars, donc qu'est-ce qu'il fait? Sa seule alternative pour avoir des dollars, c'est de tourner son économie à l'export. Et donc en fait, c'est une façon, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, par les prêts et les subventions, c'est une façon de forcer les pays du Sud à exporter ce que les pays du Nord veulent. Et donc ça, c'est évidemment pas exceptionnel d'un point de vue, je dirais, éthique là-dessus. Ce qui fait que beaucoup de pays du Sud, quand tu leur parles de dollars, bah, pour la population, c'est évidemment super parce que c'est l'outil stable, bien plus stable que la monnaie locale. Mais pour des gouvernements, le dollar égale esclavage globalement. Ils n'ont pas le choix, ils sont dans un système qui est une forme de boucle fermée dans lequel ils font des prêts en dollars, ils ne peuvent pas les rembourser, donc ils en prennent un autre qu'ils ne peuvent pas rembourser. Je crois que le Bangladesh il doit être au 14e plan d'ajustement structurel. C'est quand même toujours l'Argentine qui est top numéro 1. C'est vrai. Mais par exemple, mais l'Argentine est un laboratoire étrange. Ah oui, le Bangladesh est un vrai cas d'école où le FMI a détruit le pays, c'est-à-dire qu'ils ont détruit les mangroves, ils ont détruit l'agriculture, ils ont détruit tout pour pouvoir faire du business de la crevette, qui est devenue la deuxième exportation du pays. Ils ont ruiné tous les écosystèmes locaux, ils ont ruiné le pays, et maintenant, en gros, tu as des sortes de shrimp lords qui prennent en gros les 30% sur toutes les subventions du FMI, parce qu'ils prennent tout l'argent, et du coup, les populations, elles n'ont jamais vu la couleur de cet argent, mais par contre, tous les 10 ans, on leur remet un plan d'ajustement structurel dans la figure. Ça y est, j'ai compris, Strauss-Kahn donc a ruiné la Grèce. C'est pour parler au grec qui est... c'est Strauss-Kahn, en tant que président du FMI, il était... directeur général du FMI, qui a truqué les comptes de la Grèce pour que la Grèce puisse rentrer dans l'Union européenne. Les pays du Nord ne toléreraient pas 5 minutes, ce qui est imposé en plan d'ajustement structurel au pays du Sud, mais pas 5 minutes. En règle générale, c'est juste la destruction du pays, c'est les taux de change, c'est la vente des actifs publics, c'est la dévaluation, c'est machin, tout ça pour favoriser les exports. J'ai pas entendu, les pays du Nord ne toléreraient pas quoi? Ne toléreraient pas 5 minutes les plans d'ajustement structurel s'ils leur étaient imposés.
Oui, non, je ne parle pas du plan d'ajustement. C'est-à-dire que la Grèce a fait candidature, a été candidate pour rentrer dans l'euro. Hein, oui. Et c'est Strauss-Kahn qui leur a dit comment truquer leur... qui était ça, je alors moi, je ne suis pas un économiste. Hein, non, donc, mais personne n'était dupe. Mais bon, moi je comprends que Strauss-Kahn a truqué, leur a dit comment truquer leur compte pour que l'euro, enfin que l'Europe accepte la Grèce dans la zone euro. C'était un prétexte de façade, tout le monde voulait que la Grèce rentre pour des questions aussi géopolitiques. Et en fait, la théorie de l'époque, c'était on force par le politique et l'économie suivra. Voilà, c'est tout. Donc la discipline monétaire s'imposera. Enfin, toutes ces belles idées qu'on a vues où ça ne marchait pas. Donc je pense que c'était au-delà du trucage de chiffres. De toute façon, dans des économies où il y a beaucoup de corruption, forcément... Certains diront que c'est du trucage de trucs. Oui, bon, parce que les Allemands étaient très ensuite, sceptiques, effectivement, le FMI vient imposer, puisque quelques années plus tard, disons 10 ou 20 ans, enfin 10 ans ou 15 ans plus tard, le FMI vient imposer donc à la Grèce un plan vraiment d'austérité, très, très sévère. Ceci dit, les pays européens du nord de l'Europe l'ont fait par eux-mêmes sans le FMI. Parce qu'eux, ils veulent préserver. Parce qu'eux, ils le veulent. Les autres, non. C'est que l'euro, c'est la fameuse union monétaire sans union fiscale. Donc tout le monde est solidaire de tout le monde. Mais espérons que la France le va faire. Non, mais justement, aujourd'hui, ce qui se pose, c'est... Salvador, il y a quasiment personne qui n'a pas de dette aujourd'hui. Puisque c'est le système monétaire qui le veut. Les pays qui ont peu de dette, qui en tout cas sont dans une courbe de décroissance de la dette. Oui, il y en a encore à la Suisse, qui maîtrise relativement. Qui le maîtrise mieux que la France, ça oui, il y en a un certain nombre. Si ces pays-là, par exemple, adoptaient le Bitcoin comme monnaie, personne ne pourrait leur tordre le bras, comme tu dis. Non. Théoriquement, non. Mais dans l'histoire de l'adoption du Bitcoin par le Salvador, en gros, donc Bukele était maire d'une ville où il y a eu une expérimentation Bitcoin qui s'est très bien passée. Oui. Donc c'était c'est assez bizarre, c'est qu'en gros c'est une communauté qui s'appelle El Zonte, dans lequel il y a eu un don d'un Américain, enfin on ne sait pas qui c'est, mais qu'en gros qui a dit je vous file, je sais plus quoi, 500 000 balles en Bitcoin. En revanche, j'ai une contrainte sur ces bitcoins, c'est que vous ne les convertissez jamais en monnaie fiat. Donc vous devez les utiliser dans l'économie locale, mais toujours en bitcoin. Donc évidemment, quand on te file 500 000 balles et que tu as un petit village côtier, tu fais j'accepte la condition sans problème. Donc en fait, ils ont créé une économie qu'en bitcoin. Donc tous les commerçants sont mis en bitcoin, tout le monde s'est mis au bitcoin. Et en fait, ils ont compris assez rapidement, parce que Salvador, c'est que 25% de bancarisation. Donc tout le monde était là, genre bah ouais, en fait, j'ai juste un téléphone, ça me va, j'ai pas besoin d'aller à la ville récupérer du cash. Donc le truc, c'est assez bien passé, voire très bien passé. Et c'est devenu quasiment un haut lieu du tourisme, quand les gens viennent à Les Zonte pour tiens, bah je vais faire du surf et puis je vais aussi payer en bitcoin quoi. Et en fait comme lui était maire du coin, bah, il a fait mais c'est assez intéressant, il s'est retrouvé élu au Salvador et il a dit bah, en fait nous on n'a même pas de monnaie nationale puisque notre monnaie nationale c'est le dollar, sauf que on est en 2021, c'est-à-dire un an après que Trump ait décidé de filer 2000 balles à tous les Américains, mais à qui c'est qui paye la facture par l'inflation, bah, c'est le monde entier forcément. Donc il y a un côté, tu n'es pas souverain si tu n'as pas ta propre monnaie ou en tout cas un truc non manipulable par l'étranger. Donc on va tester ce truc-là, on va le mettre en place, on va mettre Bitcoin comme monnaie nationale. Donc ensuite ils ont eu la loi qui est passée, qui théoriquement exige que les commerçants ont l'obligation de l'accepter. Il y a un fonds qui est mis en place pour faciliter les transactions, la conversion Bitcoin-dollar, etc. Il y a eu toute une période un peu chelou dans laquelle, en gros, il a essayé d'imposer le wallet construit par l'État à la population. C'était pas exceptionnel, le truc marchait qu'à moitié, etc. Voilà. Mais comme c'est open source, il y a aussi d'autres gens qui disaient bah, moi je veux pas utiliser le wallet du gouvernement, mais je peux utiliser un autre wallet. Il y a eu une première vague d'adoption qui a été très importante. De mémoire, il filait $30 à tout le monde qui voulait utiliser Bitcoin. Et on est arrivé à un chiffre comme 80% des Salvadoriens ont eu du Bitcoin. Maintenant, c'est conjoncturellement, il est arrivé 6 mois plus tard, on rentrait dans le pire bear market depuis 5 ans, c'est-à-dire le prix s'est effondré de 70%, etc. Donc la plupart des Salvadoriens se sont retournés en disant attends, tu me l'as vendu comme une réserve de valeur, ça vaut 70% de moins qu'au moment de la loi, il y a peut-être un souci, on va discuter. Donc en gros, c'est redevenu un peu marginal. En 2024, tu avais encore 25% des Salvadoriens qui disaient s'en être servis comme moyen de paiement au moins une fois dans l'année, ce qui est autant que la bancarisation, hein, je précise, donc c'est quand même pas négligeable du tout. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est que le FMI, comme l'a dit Nathalie, a passé 4 ans à dire au Salvador c'est no-go. Alors il y avait des conférences de presse lunaires du FMI où tu avais la représentante du FMI qui disait alors concernant le Salvador,
Donc l'économie se porte bien, la dette diminue, le tourisme est reparti à la hausse, la sécurité se passe super bien, vous avez une très bonne position de balance des paiements de je sais pas quoi. Enfin, en gros, tu avais une forme de louange pendant 5 minutes sur le pays, c'est le meilleur pays du monde. Cependant, vous avez le Bitcoin, donc on va pas dealer avec vous. Voilà, Bon, et point. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Bukele l'a utilisé comme monnaie d'échange. Non mais ça, je veux dire, c'est un autre sujet. C'est le FMI a eu aucun problème à dealer avec Ceausescu, donc a priori, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont utilisé ça comme énorme prétexte, parce que eux ne voulaient certainement pas que ce soit un exemple pour le reste des pays. Accessoirement, ils ont fait le même chantage à l'Argentine, parce que quand il y a eu le sujet du Bitcoin qui est devenu, le FMI a mis dans le deal de l'ajustement structurel avec le FMI, c'est écrit dans le deal que l'Argentine doit décourager l'usage des cryptos. Donc mais comme c'est pas monnaie légale, c'était pas ça. C'était l'explication de certains, avec qui j'avais parlé, des Argentins, qui disaient qu'effectivement, de toute façon, comme Milei depuis le début est en deal avec le FMI, il n'allait pas mettre en avant le Bitcoin. Parce que le FMI en fait vraiment sa condition sine qua non. Voilà. Du point de vue du FMI, si le Bitcoin marche, il y a un côté, c'est la fin du FMI. C'est la fin du dollar aussi. Oui. Donc la fin du FMI. Oui, la fin du dollar, mais en fait, parce que donc ils en veulent pas. Toutes les monnaies, y compris le Bitcoin, sont comparées au dollar, on donne toujours sa valeur en dollars. Oui. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'un jour on donne la valeur du dollar en Bitcoin. Exactement. Mais il y a plein de trucs un peu cocasses. Typiquement, normalement, le FMI, c'est ça, par ses statuts, est censé disposer dans sa réserve d'un peu de monnaie nationale de tous ses membres. Donc théoriquement, le FMI devrait avoir du Bitcoin. Mais il n'en a pas. Bon, moi, ça, c'est un truc un peu cocasse. Mais là, il n'en a plus. Maintenant, il n'en a plus, mais il aurait dû. Mais même chose, quand tu as eu le Bitcoin qui est devenu monnaie légale au Salvador, la loi française est devenue obsolète. Parce que du coup, la catégorie actif numérique qui avait été faite de façon artisanale stipulait que pour être dedans, il fallait pas que ce soit une monnaie. Et là, merde, alors il y a un pays qui en a fait sa monnaie, donc c'est quoi maintenant? Et sauf que le gouvernement n'a jamais répondu à la question. Non, le Salvador, c'est quoi, franchement? Alors, le ministre du numérique de l'époque a répondu tout à fait officiellement, le Salvador, soyons sérieux. Voilà, ce qui a créé un incident diplomatique. C'est un paradoxe que maintenant on envoie des journalistes là-bas pour montrer à quel point la politique sécuritaire pour le coup est efficace. Et la lutte contre les trafics. C'est ça, oui. Les prisons sont pleines de trafiquants. Parce que vraiment, s'il y a un pays qui est efficace dans la lutte contre le narcotrafic en Amérique latine, c'est ça. Oui, mais la façon dont c'est traité en Europe, c'est plutôt un dictateur qui met des gens en prison. Oui et non, parce qu'il y a toute une partie de la droite française et je pense du RN jusqu'à une frange de LR qui prennent ce type comme un modèle de réussite sécuritaire. Oui. Mais dans la fin de l'expérience salvadorienne du Bitcoin, enfin la fin non, parce qu'encore une fois ils ont juste retiré le cours légal, mais les gens s'en servent toujours, c'est que justement il arrivait à un moment donné où il voulait son deal avec le FMI pour avoir des facilités de paiement, etc. Et donc le FMI lui a dit mais c'était très gentil, ton pays va super bien, toi t'es plébiscité, t'es genre à 95% d'opinion positive, mais j'en ai rien à foutre, tant que t'as le Bitcoin, je ne te parle pas. Donc il a fini par dire ok pour avoir ce deal avec plein de milliards de dollars, mais je vous give up le fait que c'est une monnaie légale. Donc il a give up. Je réitère que c'est la première fois dans l'histoire du FMI que le FMI force l'abandon d'une monnaie nationale. Ça n'a jamais arrivé avant. Et qu'il l'en fait en tordant les bras d'un pays qui, genre sur toutes les autres variables, se porte super bien. Donc c'est vraiment délirant quoi comme truc. C'est quand même très bizarre. Le statut du FMI doit bien être précisé qu'ils n'ont pas ce genre de pouvoir. Le statut du FMI, c'est les États-Unis qui ont un veto globalement. Les États-Unis sont le seul pays qui peuvent veto toutes les décisions du FMI. On peut peut-être lever la séance et continuer à côté. Je crois que Nathalie a faim. C'est intriguant. Mais normalement, si vous êtes libéraux, vous devez aimer le Bitcoin. Voilà, c'est mon message.